Nous sommes le jeudi 24 octobre 2024 et vous écoutez le 7e épisode de la 9e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on s'intéresse à une catégorie spécifique et incontournable d'optique photo et vidéo, les zooms transstandards. Avec notre invité Romuald Catoire, gérant de la boutique spécialisée Camara Lille, nous allons tout vous expliquer sur ces objectifs, leurs usages, leurs avantages et leurs inconvénients afin de vous guider au mieux dans vos choix. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Eh ben c'est parti, 7e épisode de cette 9e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, bah écoute ça va, en préparant cette émission je me suis dit tiens qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un petit peu barbare, transstandard. Et puis j'ai réalisé qu'à titre perso je crois que c'est les optiques que j'utilise le plus en fait. Comme pour beaucoup de monde je pense. Ouais, je crois, on va en parler. On a le plaisir de recevoir pour la première fois dans notre studio Romuald Catoire. Bonjour Romuald et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci à vous pour cette invitation. Alors Romuald, tu es le dirigeant de la boutique spécialisée Camara Lille qui est située dans la vieille ville au 8 rue de la Monnaie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce magasin et puis peut-être ton histoire à toi ? Alors mon histoire, moi, elle commence à l'âge de 16 ans. La vie a fait que j'ai eu envie et besoin de travailler. Puis comme beaucoup dans notre métier, j'ai commencé par un CAP d'apprentissage photographe. Ok. Puis je suis rentré derrière un comptoir et j'ai dit ouais, c'est vachement bien quoi. et j'y suis resté. Ça fait 30 ans cette année. Ensuite, j'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer Francis Dupas, qui m'a accordé sa confiance pour gérer le magasin de Douai. Et puis de là est né un projet il y a en 2012 autour d'un magasin de toute petite taille, très humanisé. Il est spécial ce magasin, il est Ouais. magnifique, il est placé à un endroit absolument dinguissime. Enfin, il est très beau, quoi. Ouais, c'est un tout petit magasin, mais on est à la maison, quoi. C'est les clients viennent boire le café, on vient discuter, on fait les apéros, des trucs, voilà. Mais on connaît un client dans ce magasin n'est pas simplement un numéro en bas d'un bon de livraison. Et donc, on a bâti ce magasin en 2012 et puis 2024, Francis m'a proposé de prendre la suite puisqu'il se retirait de ses affaires pour faire valoir ses droits à la retraite très, très mérités. Ok, ça marche. Bon, je vous propose, messieurs, que l'on attaque cette émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Adobe se lance dans la vidéo générative. Nikon offre le Content Credential au Z6 III et IPLN ouvre une nouvelle boutique à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lors de la conférence Adobe Max 2024 qui s'est déroulée du 12 au 16 octobre dernier à Miami, l'incontournable éditeur a dévoilé ses nouveautés et ses orientations futures. L'IA générative avec Firefly est bien entendu au cœur des discussions. Lancée l'année dernière, elle a été utilisée pour générer plus de 13 milliards d'images. Cette année, Adobe annonce son arrivée dans l'univers de la vidéo et son intégration dans le logiciel Premiere Pro. Au programme Generative Extend, c'est-à-dire une aide au montage avec génération d'images vidéo pour étendre les clips, lisser les transitions et prolonger les prises de vue. Et puis Text to Video et Image to Video, génération d'images vidéo depuis des prompts texte et photos avec la possibilité d'accéder à divers contrôles de caméra tels que l'angle, le mouvement et le zoom et même d'utiliser des images de référence pour la génération de plans B-roll. Le modèle Firefly Video est proposé pour l'instant en formule bêta publique limitée
Réservé donc à une sélection restreinte d'utilisateurs, il est possible de se mettre sur liste d'attente pour accéder à cette bêta depuis le site d'Adobe. À l'occasion toujours de la conférence Adobe Max, Nikon vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un firmware pour leur tout nouveau Z6 III qui offrira la fonction de Content Credential qui est basée sur les normes établies par le C2PA pour Coalition for Content Provenance and Authenticity, initié par Adobe Twitter et The New York Times en 2019 et rejoint par Nikon en 2022. Cette fonctionnalité a pour ambition d'offrir une sorte de certificat de traçabilité aux images qui permet de prouver leur origine, leur authenticité et les éventuelles manipulations qu'elles ont subies afin de protéger les photographes. Cette technologie existe déjà chez Leica, sur le M11P et chez Sony, sur les A9 III, A1, A7S III et A7 IV. Canon, pour sa part, a annoncé son arrivée prochaine sur les R1 et R5 Mark II. Le lancement du nouveau firmware du Nikon Z6 III est prévu dès mi-2025 auprès d'agences de presse et plus largement par la suite. Il en sera sans doute de même pour le Nikon Z8 et le Nikon Z9. Et enfin, pour terminer, IPLN, revendeur spécialisé incontournable de Lyon et en ligne, vient d'ouvrir une nouvelle boutique en plein cœur de Paris, à côté de la place de la République. On écoute Ronnie Studient, le directeur du retail, nous parler de cette nouvelle adresse. IPLN a ouvert à Paris, dans le 10e, 3 rue Lucien Sampey. Déjà, c'est un grand plaisir, une grande fierté pour nous de pouvoir avoir une adresse parisienne, de pouvoir accueillir nos clients dans ce lieu qu'on a voulu convivial, épuré, à l'image de ce qu'on essaye de proposer, avec la possibilité pour les gens de venir découvrir les produits, discuter avec des conseillers, passer un bon moment, comme on a toujours essayé de le véhiculer. Pour revenir effectivement sur l'historique de cette adresse, c'est pas nouveau pour nous, puisqu'on était déjà dans ces locaux-là depuis une petite douzaine d'années. On avait le Ricoh Imagine Store, donc boutique 100% de revente de matériel Ricoh, que l'on possédait déjà. Et c'est vrai que faisant son chemin dans la deuxième partie de l'année 2023, dans les premiers temps de l'année 2024, a commencé à naître dans notre esprit le projet de réutiliser, de réadapter cette boutique. C'est vrai qu'elle tournait, mais on va dire, on imaginait pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus, et surtout pouvoir diversifier évidemment l'offre. Et aujourd'hui, ça y est, c'est enfin le cas avec cette nouvelle boutique qui est ouverte, 140 mètres carrés, avec l'ensemble de toutes les grandes marques qui seront présentes maintenant. IPLN Paris, c'est donc à retrouver aux 3 rue Lucien Sampex dans le 10e arrondissement. Pour célébrer comme il se doit l'ouverture, la team IPLN a prévu jusqu'à la fin du mois des offres exceptionnelles sur des produits des plus grandes marques, un grand jeu concours avec 3 000 € de matériel photo et vidéo à gagner, et enfin une Creators Week avec un cycle de conférences, workshops et démonstrations produits. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, moi, les nouveautés Adobe, elles me fascinent. Alors, elles ne sont pas hyper simples à comprendre et à cerner, mais bon, on sent quand même qu'on se dirige clairement vers une espèce d'automation totale et généralisée. Là, on est capable de rallonger des clips vidéo pour faciliter le montage. Et à mon avis, on n'en est qu'à l'étape 1 de toute cette histoire. Oui, on va reparler un tout petit peu plus tard dans cette émission d'intelligence artificielle, petit teasing, mais il est évident que c'est fascinant et pour utiliser ne serait-ce qu'en photo les derniers outils de Adobe pour remplacer des éléments, on se rend compte à quel point c'est puissant. Donc oui, il faut suivre ça de près et il faudrait qu'on consacre une émission entièrement, je crois, à la vidéo et l'intelligence artificielle. Et comme on devrait le faire aussi en photo. En photo, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et tu as raison, il faudrait aussi le faire en photo. En photo, on en parle régulièrement, ne serait-ce que les fonctionnalités aussi, liées à l'IA, au deep learning qui sont intégrées maintenant dans les appareils. Donc, on le fait. Maintenant, il faut éduquer. C'est deux choses très différentes. Toi, dans ton magasin, tu as des questions un petit peu dans ce sens sur ce qui est embarqué dans les appareils, les outils, ce qui n'est pas forcément visible. Ouais, alors, au magasin, ce qu'on constate, c'est vraiment... c'est coupé en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a le grand public qui est friand de l'intelligence artificielle, qui voit ça comme un outil de retouche exacerbé, très puissant. Et puis de l'autre côté, le monde professionnel qui, lui, est prudent et souhaite
un encadrement, et c'est ce qu'on retrouve sur les boîtiers chez Leica, Nikon, Canon, et tout le monde va suivre, hein, finalement. Donc l'intelligence artificielle est exceptionnelle. Il faut vraiment prendre part à ça, mais il va falloir effectivement le réguler, il va falloir accompagner ce développement, parce que on est sur l'étape 1, oui. Oui, puis c'est très intéressant parce que dans la même actu, dans la même rubrique cette semaine, on a à la fois donc ces avancées d'Adobe, puis on a à la fois aussi cette espèce de bouclier, ou du moins cette norme d'authenticité des fichiers qui est brandie un petit peu comme un étendard pour les photojournalistes, de plus en plus par les marques. Qui met un temps fou à s'implémenter, je trouve. J'ai du mal à comprendre. Alors pourquoi. oui et non. Là, on annonce des trucs qui vont arriver mi-2025, mais pas pour tout le monde, machin. Enfin, ça me paraît ça doit être beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne le croit Parce d'implémenter que- ces fonctionnalités-là. Non, mais je crois que comme tu viens de le dire très bien, il y a une forme de sagesse aussi, hein, chez les photographes pros, chez les agences. Le temps d'absorber toutes ces normes, de mettre des protocoles en place. Après, je vais mettre beaucoup de conditionnels de guillemets à tout ce que je dis, mais j'ai quelques infos aussi, que ce soit au sein de l'AFP par exemple, ou d'autres photojournalistes qui bossent aussi en freelance, mais qui regardent ça de près. Et c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Mais je trouve que la démarche est bonne. Il y a déjà des logiciels, hein, qui existent, qui sont utilisés par les grandes agences pour détecter les manipulations d'images. Ça existe déjà. Donc, on part pas de zéro non plus, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps. Ça peut sembler long, mais il faut prendre le temps, parce que un photojournaliste, il écrit pas une histoire, il écrit l'histoire. Et vraiment, ces verrous-là, il faut vraiment prendre le temps de les développer, de les travailler, et que ça devienne une norme qui pourra aussi protéger la profession de photojournaliste. Et c'est primordial, à mon avis. Benjamin, on continue notre petite revue de presse du mois d'octobre, et cette semaine, tu nous parles du sommaire du vénérable magazine Chasseur d'images. Oui, après Réponse Photo, la semaine dernière, quelques jours après, sort le numéro 461 de Chasseur d'images, avec un entretien qui concerne l'avocate et photographe Joëlle Verbruge, Tiens donc. à l'occasion de la sortie de son ouvrage sur l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons. Deuxième teasing. Un autre passionnant entretien avec le photojournaliste Stéphane Gladieux sur son travail mettant en lumière des cultes ancestraux au Bénin. C'est vraiment un très beau travail et un propos que je vous invite à lire. Et bien sûr, des tests avec le R5 Mark II en guest star, dont les mesures sont mises en parallèle avec celles des concurrents sur le même segment. Il y a aussi les bancs d'essai du Nikkor Z 35 mm 1.4, qui suit donc le 51.4 sorti un petit peu plus tôt cette année. Positionnement compliqué pour cette optique. On y reviendra dans les guides optiques. En tout cas, c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, qui concerne donc les transstandards. On a aussi le Sony 85 mm f1.4 G Master 2 et le Tamron 50-300 mm qui est presque un transstandard, mais qui ne l'est pas. Et puis un petit clin d'œil à l'endroit de nos confrères de Phototrend qui ont réalisé des entretiens avec les principaux fabricants d'appareils optiques à l'occasion du Salon de la photo, et dont l'entretien avec Franck Bernard, PDG de Fujifilm France, a été relayé par le site Pétapixel. C'est pas tous les jours. Oui, ils sont relayés par tous les sites de rumeurs aussi. Les interviews ça, j'en parle pas. Les sites de rumeurs, pour moi, c'est pas de l'info. Les interviews sont décryptées. Mais Pétapixel, c'est un site fiable, comme dit Peer Review. Et donc, c'est un clin d'œil et bravo pour leur boulot. Tiens, tu parles de chasseurs d'images. Moi, quand on parle de chasseurs d'images, ça me fait naturellement penser à Montier-Ander. Romuald, toi, tu as une place spécifique à Montier. Tu peux nous expliquer ? Alors, Montier-Ander... Ce festival, il a commencé sur un coin de table il y a presque 26-27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a une vingtaine d'années, lors de nos échanges nourris avec Canon, on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et puis on est maintenant partenaire depuis 20 ans du festival de Montier-Ander, avec des photographes qui nous sont fidèles, qu'on a plaisir à retrouver chaque année. C'est une ambiance, Montier-Ander. C'est le magasin de Lille s'est nourri de cette ambiance lors de ce festival. Et vous pouvez me couper les deux jambes, hein, j'irai en marchant sur les mains à Montier-Ander. Et c'est des gens que tu vois à Montier que tu ne vois pas du tout à Lille ? Alors, ils en profitent pour venir me rendre visite à Lille. Mais c'est vraiment une clientèle qui est
très très orientés sur la photo animalière, passionnés. C'est souvent la photo animalière une passion secondaire qui découle d'une passion primaire. Donc la photo est un outil. Et puis, comme toutes les passions, c'est totalement déraisonnable, mais extrêmement intéressant. Non, mais c'est complètement déraisonnable. C'est-à-dire que sur le site de J. Faumont à Montier-en-Der, c'est le seul endroit de ma vie où j'ai vu des stands sur des tréteaux avec en arrière-plan des cartons de super téléobjectifs et des mecs qui repartaient avec des cartons sous le bras. Enfin, c'est quand même assez dingue. Qu'est-ce que tu auras en stock cette année à Montier? Ah, beaucoup de choses. J'espère. Alors, les longues focales, les téléobjectifs. Alors, sur Montier-en-Der, je suis partenaire de Canon, hein, exclusivement. Donc, on espère avoir les nouveautés en produit. Et la nouveauté? La nouveauté, alors, les deux nouveautés. On parle bien sûr du R5 Mark II, c'est ça? Oui, et puis son grand frère aussi. Hein, on aura les Ah oui, tout c'est vrai, il premiers. existe, pardon. Les tout premiers seront là. On aura également toutes les belles longues focales, hein, le 100-300, le 400-2.8, le 600. Beaucoup d'objectifs macro également. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, la macro. Ça permet de faire des photos qu'on ne peut pas faire à l'œil nu. Donc c'est toujours très très sympa. Et puis le R7, hein, qui est un boîtier best-seller. Pour cette discipline-là, il est quand même pas mal, celui-là. Faudrait en faire une série limitée Montier-en-Der avec un petit logo. Et ce serait sympa. Ça. Ouais, le 100-300 2.8, j'ai eu l'occasion de le tester avec le R1 justement. Quelle optique! Quelle optique! De lui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On en avait parlé avec Franck Séguin, ses micros, donc le chef des photographes de l'équipe, qui l'avait essayé notamment à Roland-Garros. C'est une optique vraiment à part extraordinaire, quoi. Ouais. Ça laisse présager. On voit là où vont les marques et plus particulièrement Canon. Hein. J'avais posé la question à Canon et un 300-2.8 fixe. On m'a répondu, t'as vu les courbes optiques? Alors, c'est pas des courbes, hein, tellement c'est plat et tellement c'est haut. On les voit plus, quoi. Mais... Oui, des choix forts qui sont opérés. Hein. Sony va sur un 300 2.8 fixe, Canon sort ce 100-300 2.8. On y reviendra dans la partie optique consacrée au téléobjectif. Ouais, c'est pas le sujet aujourd'hui non plus. En animalier, c'est un transstandard, hein, le 100-300. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ok, allez, on clôture le Flash Actu là-dessus. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire et de ta story. Et cette semaine, tu évoques l'utilisation de l'intelligence artificielle du point de vue juridique suite à la parution d'un ouvrage sur le sujet. La story vous est présentée cette semaine par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. La coupe était pleine. Aux yeux de l'avocate et auteur-photographe Joël Verbruge, trop de contre-vérités et approximations circulaient quant à ce que nous avons le droit de faire ou non en matière de création à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle a pris le temps de mûrir sa réponse qui tient finalement dans un pavé de plus de 600 pages et 8 chapitres. Une véritable cartographie de la situation, aussi bien en France qu'à l'étranger, appuyée par de nombreux cas concrets. Elle a nourri sa réflexion à partir d'articles de presse, mais aussi de décisions de justice et publications de doctrines juridiques à l'échelle internationale. La chance que j'ai, c'est que tous les articles sont écrits en anglais. Et bon, au pire, il y a quand même des traducteurs automatiques, mais bon, l'essentiel des articles des revues juridiques importantes sont écrits en anglais aussi. Donc, ça a quand même permis d'avoir accès à des juristes auxquels j'aurais sûrement pas pensé. Et après, c'est comme tout, tu fais une recherche et avec les notes de bas de page des articles du premier, tu tombes sur les seconds et ainsi de suite. Évidemment, c'est le principe de la recherche, ça tout le monde fait comme ça aussi. Mais donc oui, j'ai vraiment voulu élargir parce que c'était clair que le problème, il est identique partout dans le monde. Et on ne trouvera sans doute pas des solutions identiques, mais par contre, la façon de réfléchir et les conséquences des choix qu'on fait sont les mêmes partout. Le chantier rédactionnel a débuté au printemps 2023 jusqu'au mois d'octobre suivant. Joël y a passé ses soirées et ses week-ends, en parallèle de son métier d'avocate, jusqu'à la finalisation du projet au mois de juin dernier. Elle voit l'ouvrage comme une première pierre qui donne le contexte et les outils pour comprendre les enjeux liés à l'utilisation de l'IA. Heureuse concordance des temps, le règlement européen sur l'intelligence artificielle est mis en vigueur au même moment. Le fait que l'AI Act ait été voté au même moment, c'est un peu de la chance et du hasard.
Ça aurait pu être à 6 mois près, avant ou après. Mais non, ça c'est vraiment du hasard. Mais je voulais en fait construire une trame avec vraiment en différenciant les différentes thématiques, de manière à ce que chacun puisse avoir déjà une sorte de carte générale de la matière en tête et qu'après on puisse, au fil du temps, y raccrocher tout ce qui va arriver. Parmi les 8 chapitres, le second, intitulé Droit d'auteur, images et IA, est celui qui concerne le plus les photographes. Il comporte de nombreuses informations pratiques et fait écho à de nombreuses procédures en cours. Le travail de l'auteur n'est d'ailleurs pas circonscrit à ces pages puisqu'elle met régulièrement à jour différents contenus au travers de vidéos, podcasts, webinaires et bien sûr d'articles sur son blog Droit et photographie. Absolument. Et d'ailleurs, je le fais déjà sur mon blog parce que j'ai créé déjà l'année dernière une rubrique, une catégorie intelligence artificielle, et j'ai déjà publié depuis la sortie du livre 2 ou 3 articles sur notamment des affaires dont je parle dans le livre qui ont un peu évolué, puisqu'il y a des jurisprudences enfin, il y a des affaires qui sont en cours où j'ai expliqué le début de l'affaire, mais en disant, ben voilà, la procédure est en cours, donc on va devoir attendre. Donc, il y en a une concernant un photographe allemand qui a un petit peu évolué, donc j'ai fait un article. Il y en a une autre qui est intervenue, j'ai fait un article aussi. Donc, petit à petit, les choses importantes, je vais en parler sur mon blog, mais immédiatement, ça va enrichir une future édition 2, qui, à mon avis, alors pas avant 18 mois, parce qu'il faut quand même que j'ai des choses intéressantes à la fois à ajouter, mais aussi peut-être à supprimer. Dans le chapitre 2, il y a plusieurs pistes de réflexion sur l'éventuelle titularité de droit d'auteur sur les œuvres qu'on crée avec l'IA, mais il est probable que certaines de ces pistes vont disparaître parce qu'aucune juridiction ou aucun juriste ne va s'engouffrer dedans et qu'il restera peut-être moins d'hypothèses, mais à creuser autrement, je ne sais pas encore. Cet ouvrage, le 30e, commis par Jules Verbrugge, vise avant tout à sensibiliser les gens sur les dérives et dangers potentiels liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins créatives. Et l'un des principaux défis, quand on l'interroge, a été d'être comprise par le plus grand nombre possible. La petite histoire, c'est que quand ma mère, qui a 82 ans, était en vacances à la maison, elle a commencé à lire, elle l'a lu en une semaine, et d'après les questions qu'elle m'a posées, elle a tout compris. Donc c'est très rassurant parce qu'en réalité, elle va dire, en fait, oui, ça m'intéresse, c'est super passionnant et il y a des enjeux qu'on ne comprend pas toujours quand on regarde juste la télévision. Et là, du fait qu'ils sont posés clairement sur le papier, mais on voit, oui, que c'est pas innocent, que tel problème de société, que ce soit la publicité à l'aide de visuels générés artificiellement ou que ce soit la reconnaissance faciale pour nous faciliter la vie dans telle ou telle circonstance, soi-disant, etc. Mais elle m'a dit, mais je m'aperçois qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants en le lisant de cette manière-là. Donc oui, moi, je voulais vraiment toucher tout le monde, en fait. Bon, joli bébé, 600 pages quand même. On peut le trouver où, cette Bible de référence? Cette Bible, ce grimoire, je dirais, on peut se le procurer sur la plateforme Bookelis, moyennant la somme de 48 €. Ouais. C'est un travail remarquable, très accessible, comme elle l'a dit, hein, le témoignage de sa maman en atteste. C'est évidemment pas un grimoire donc ou une Bible qu'on va lire de A à Z comme ça, sauf à être une maman âgée de 82 ans qui a peut-être du temps devant elle, comme elle l'a fait. Pour d'autres raisons aussi. Voilà. Mais par contre, l'avoir à portée de main pour se rassurer, puiser dans différentes thématiques, je peux en citer hein, le droit d'auteur donc, qui est abordé en amont et en aval de la création de contenu par l'IA générative, le droit à l'image et le respect de la vie privée, les métavers, l'IA au service des arts visuels, les deepfakes aussi, il y en a beaucoup question. À chaque fois, il est question des implications juridiques de ces différentes questions. Et c'est ça qui fait toute la pertinence de ce bouquin qu'elle a pris le temps d'écrire. Elle aurait pu le sortir à 2 ans, mais il n'y aurait pas eu beaucoup de matière. Et comme elle le dit, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui va être mis à jour, qui va faire l'objet d'un second volume et qui, en attendant, fait l'objet de nombreux articles sur son blog Droit et photographie. Bon, de toute façon, on le comprend, hein, l'IA est évidemment au cœur des sujets sociétaux actuels. On l'a vu avec Adobe dans le Flash Actu. L'IA aussi, ça fait quelques années qu'elle est présente, marketée et mise en avant dans les boîtiers par les constructeurs. D'abord sur des notions d'intelligence pour la reconnaissance, la détection, la reconnaissance et le suivi du sujet au niveau de l'autofocus. Et puis depuis peu, chez Canon, on passe un cran au-dessus puisque l'IA est exploitée pour faire du suréchantillonnage et de la réduction de bruit directement à l'intérieur du boîtier. Tu le vois comment, toi, à l'arrivée de ces
ces technos dans des boîtiers photo? Alors, cette arrivée de technologie, notamment les fonctions d'upscaling, c'est un cran en plus, c'est une étape de plus franchie et moi je la trouve très très intéressante parce que je pense qu'elle va faire sauter un plafond de verre. On le voit bien technologiquement, on a du mal à faire évoluer les capteurs. On veut de la définition, mais on veut aussi de la montée en ISO et puis on veut le global shutter et puis on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble. Peut-être que l'avenir des capteurs passe par de l'intelligence artificielle et puis rester sur des définitions raisonnables et exploitables. Et puis quand on en aura besoin, on appuiera sur un bouton pour aller chercher un rééchantillonnage, un upscaling qui nous permettra d'avoir un fichier bien plus qualitatif. Et puis surtout, version 1.0, donc à chaque mise à jour de firmware, la puissance de calcul va être décuplée, parce que quand on regarde les processeurs intégrés dans les boîtiers, enfin, il y a 50 ans, on n'a pas envoyé les mecs sur la Lune avec un dixième de cette capacité de calcul. Hein. J'aime bien ta notion de plafond de verre parce que c'est peut-être ce genre d'innovation qui, au fur et à mesure, va faire que des gens utilisateurs de smartphones et qui ont peut-être pris l'habitude aussi de solutions très faciles à mettre en œuvre vont se tourner vers ces technologies et ces appareils. On a consacré toute une émission au Pixel Shift. Donc, il y a un mode très séduisant, mais qui nécessite bien souvent l'emploi d'un trépied, de certaines conditions de prise de vue. Et c'est vrai que si cette technologie parvient à maturité, ça laisse entrevoir de belles choses. Mais il faudrait que ça arrive vite, par contre. Mais de la même manière, hein, on est sur l'étape 1 de la chose, je pense, clairement. L'avenir nous le dira. Merci Benjamin pour cette story cette semaine et merci à Joël d'avoir accepté de témoigner à ton micro. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer la grande discussion, le grand débat de cette émission autour des zooms transstandards. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Chez Sigma, la photographie nous tient à cœur. Entreprise familiale et marque de premier plan dans le monde de la photographie, nous sommes reconnus pour la qualité de nos objectifs et de nos boîtiers intégralement fabriqués dans notre usine d'Aizu au Japon. Depuis 1961, nous proposons des produits innovants et ultra qualitatifs exclusivement liés à la photographie et à la vidéo. Nous pensons que tout moment choisi pour être photographié ou filmé est un moment spécial qui revêt une signification unique. Faire partie de ces moments, y apporter le meilleur de nous-mêmes est la mission la plus épanouissante que nous puissions imaginer. Découvrez nos produits et leur philosophie sur sigma-photo.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Romuald de Catoire de la boutique spécialisée Camara Lille pour cette grande discussion consacrée au zoom transstandard. Alors, pour commencer, on va faire un petit listing des nouveautés récentes. Alors, dans récentes, j'entends juste de l'année 2024 dans cette catégorie d'optique. Je me suis amusé à compter combien d'objectifs ont été mis sur le marché, combien de zooms transstandards, et j'ai été assez surpris du nombre, puisque, accrochez-vous, 13 nouveaux objectifs, toutes montures confondues, ont été lancés cette année en zoom transstandard, et l'année n'est pas terminée. Alors, je vais pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns. Certains dont on a parlé très récemment, Benjamin, on a le Fujifilm 16-55 mm f2.8 en seconde génération. On a le Lumix 18-40 mm Pancake là, qui était annoncé avec le Lumix S9. Pas vraiment Pancake, hein. Compact, très compact. Compact, ouais. Très compact. On a un 28-70 mm f2.8 IS STM chez Canon, donc a priori plus abordable que la version série L. On a les modèles Sigma 28-105 mm f2.8, 28-45 f1.8 constant et une seconde génération du 24-70 mm 2.8. On a un Nikon 28-400 mm. Bon bref, on va pas tous les citer, on va en reparler évidemment pendant cette discussion, mais j'ai déjà été très surpris de voir 13 nouveaux zooms arriver cette année. Romuald, est-ce que c'est tous les ans comme ça ou on est sur un millésime un peu particulier en 2024 ? On est sur un millésime qui est un petit peu particulier parce que,
paix à son âme, le réflexe c'est fini, hein. On va tourner la page là à la fin de cette année. Et puis il y a un parc optique à reconstruire, à redévelopper, et on perçoit là maintenant tout ce que va permettre l'hybride en termes de conception optique. Parce que bon, les évolutions, on parle de l'IA, on parle des capteurs, etc. Mais moi je suis épaté par ce qu'arrivent à faire les fabricants d'optique. C'est assez bluffant, hein, de plus en plus. Et dans les extrêmes, que ce soit dans les très grandes ouvertures, dans des zooms qui s'apparentent finalement à des bi ou à des trifocales, ou alors des zooms qui étaient irréalisables jusqu'à maintenant. On est sur un excellent cru, et ça va peut-être durer. Ah bah, le Sigma 2845, alors qui pour le coup n'est pas un transstandard, hein. On le cite parce qu'il est extraordinaire, mais non, bah non. On va expliquer pourquoi. On va y venir. Mais c'est pas un transstandard. Mais quand tu dis optique extraordinaire, je le cite quand même parce que un 2845 f1.8 en plein format, il sera un transstandard si on le met sur un APC. Voilà. Et là, on triche un peu. Bon, Mais Benjamin va en être l'état- tatillon sur le sujet. Ah bah, il faut, voilà, on y est ou on n'y est pas. En revanche, le Fujifilm, par exemple, C55 version 2, qui lui est un transstandard en puissance, ce qui est épatant, c'est la réduction de poids. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus sur les versions 2 et d'une évolution extraordinaire. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on parvient à réduire le volume de manière spectaculaire. Et ça, c'est génial, quoi. Ça touchait les gros téléobjectifs, les zooms. Bon, on l'a vu avec les longues focales, 300, 400, 500, et puis les 70-200, avec le RF 70-200 de 8 chez Canon. Et puis là, maintenant, ça arrive sur les zooms transstandards. C'est très intéressant, hein. Quand on regarde l'hybride, si on revient une dizaine d'années en arrière, on avait l'Alpha 7 qui était un tout petit hybride avec des grosses optiques. Et là, maintenant, on est revenu sur des boîtiers qui sont un peu plus conséquents pour des questions d'ergonomie, mais c'est les optiques qui se réduisent de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'on en a plein le sac, il y a des optiques. Oui, c'est vrai. Alors, littéralement, hein, Benjamin, transstandard veut dire autour du standard. Merci. Ou plus précisément, autour de la focale standard. Et historiquement, en photo, la focale standard de référence, c'est le 50 mm, et ce, sur une base 24-36. Un zoom, par définition un objectif à focale variable transstandard, offre donc une plage de focale qui inclut ce 50 mm. Romuald, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que la focale standard en photo, c'est un 50 mm, et c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ça? Oh bah, l'histoire, elle est très simple. C'est notre vision humaine. C'est la focale qui s'approche le plus de notre perception stéréoscopique, de notre couverture de l'œil humain. Et donc, c'est ancré historiquement comme l'est le format 24-36 pour le format photo. Donc voilà, 50 mm, c'est la vision de l'œil humain. Il fut un temps où des réflexes étaient d'ailleurs livrés en kit, je crois, avec des 50 mm dans les années 80. Je milite pour qu'on refasse des kits avec 50 mm. Oui, c'est une super école. Alors pour le coup, Leica qui a lancé très récemment une nouvelle déclinaison de son super compact expert, le Q3. Pas vraiment compact d'ailleurs. Pas vraiment compact, mais tout en un, on va dire. Q3, je vais être tatillon. Hein. Q3 43. Eux, ils prônent voilà, cette fameuse vision humaine dont tu parles, mais avec un 43 mm. Bon, on est autour de 50 mm, j'imagine, quand même, pour cette histoire-là. C'est pas forcément 50-50, quoi. Ouais, puis on le voit bien, il y a le 43 chez Leica, mais on voit apparaître depuis quelques années aussi, sous les formats des pancakes, les 40 mm. Il y a un gros revival du 40. Le 40, c'est très très intéressant parce que ça nous donne une couverture angulaire qui est proche du 50, mais avec une perspective un petit peu différente qui s'apparente au 35 mm. Donc ouais, le 40 mm, c'est une optique qui plaît de plus en plus, que les gens découvrent, qui est un peu entre les deux. Bon, très prisé en street photo aussi, en tant qu'apôtre du GR. Il y a des GR qui existent en 28 mm, GR3, et puis le GR3X en 40 mm. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs sont emparés. Bon, en tout cas, pour cette émission aujourd'hui, pour faire plaisir à Benjamin, on va se focaliser sur cette 50 mm comme base de référence de focale standard, qui est donc sur une logique 24-36 mm. Or, nous avons à notre disposition des hybrides qui ont des capteurs de taille différente. Donc là, il faut faire un petit calcul inversé. Benjamin, du coup, ce 50 mm en micro 4 tiers et en APS-C, ça devient quoi? Non, mais surtout, précisons, donc soyons précis, quitte à être tatillon.
c'est que ça ne s'arrête pas et ça ne démarre pas à 50 mm en transstandard, ça couvre le 50 mm. Il va être Voilà ce qui est un zoom transstandard, quitte à être précis. Qui osera sortir un 48-52 ? Donc du coup, Benjamin, quand on est dans l'univers du micro 4 tiers et de l'APS-C, quelle est cette focale standard ? La focale standard en micro 4 tiers, c'est très simple. Les capteurs 4 tiers induisent un coefficient multiplicateur x2, donc un 25 mm micro 4 tiers sera un standard, une focale fixe standard, tout simplement. Alors qu'en APS-C, on en a chez Fujifilm, je crois, on sera plus aux alentours de 33-34 mm pour obtenir une focale standard. Chez Canon, il faut faire le petit calcul 1.6 et non pas 1.5 qu'on trouve chez Fuji, chez Sony ou chez Nikon. Bon. Romuald, il y a différentes catégories de zoom transstandards qui s'adaptent à différents types de profils d'utilisateurs, différents types d'usages et différents types de budgets. Quelles sont les grandes familles de zoom transstandards auxquelles on peut avoir accès ? Alors, on a souvent les zooms de base dans les kits, qui sont les kits primo-accédants, qui donnent... qui facilite l'accès à l'appareil hybride, à la photo, qui a un côté très rassurant pour quelqu'un qui vient du smartphone, parce que nos clients, nos photographes aujourd'hui, ils apprennent la photo grâce au smartphone. Bien sûr. Moi, je suis intimement convaincu que le smartphone, c'est la porte d'entrée du matériel photographique et de l'hybride. Le zoom transstandard, qui souvent n'est pas très lumineux, mais qui rassure le photographe pour son usage. On voit ensuite apparaître... depuis très longtemps, on les connaît, c'est les 24-70 2.8 avec ou sans stabilisateur en version 1, en version 2. C'est devenu un repère qualitatif fort, un marqueur fort. Et puis, on voit apparaître des zooms un petit peu différents. On parle du 24-50 de chez Sony, qui est une optique très, très intéressante, où là, on joue sur la réduction de la plage de focale pour un usage différent. Et puis, de l'autre côté, on a les excès, les excessifs, et pas les excès, les excessifs, comme le 28-105 ou le 24-105 de 8 chez Canon ou chez Sigma, qui sont des machines redoutables et qui montrent le développement des optiques qu'il est possible d'avoir aujourd'hui. Puis il y a aussi ce qu'on peut appeler les super méga zooms. Ah oui. Je me rappelle à l'époque des réflexes, des 18-300. Même 400, il y avait un 18-400 qui existait. Des trucs comme ça. C'est une catégorie qui est hyper importante et qui est hyper appréciée par une catégorie très particulière de photographes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas s'embêter à avoir plusieurs objectifs, qui voyagent, qui veulent tout faire avec un seul et même objectif. Alors, sur les réflexes, c'était exactement ça. Et là, moi, je surprends mes photographes passionnés de sport, d'animalier et autres, qui ont de très, très belles focales. Pas plus tard que la semaine dernière, Emmanuel qui me dit je pars faire un trek au Népal, je n'emmène pas mes optiques de 8. Romuald, est-ce que tu peux me donner un 28-400 Nikon ? Bon, on va en reparler. Oui, c'est marrant parce que ça touche maintenant un capteur plein format. Oui. Donc c'est marrant. Et ça rappelle l'époque où il y avait les 150-600 qui arrivaient en téléobjectif et qui ont supplanté petit à petit, pour beaucoup, les focales fixes 500, 600, etc. C'est marrant. Et puis les qualités sont loin d'être déconnantes. Ah ouais. Et bien justement, la transition est toute trouvée, puisque quand on parle de zoom, il y a le sujet des performances optiques qui arrivent très rapidement sur le tapis. Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'un zoom, c'était une histoire de compromis et qu'il était par définition, par essence, moins performant optiquement qu'une focale fixe. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, après un renouvellement total de toutes les gammes chez tous les constructeurs, après cette révolution technologique qu'est l'hybride? C'est la question qu'on a posée à Jean-Nicolas Léhec, journaliste spécialisé, testeur d'optique du magazine en ligne Phototrend. On l'écoute. Alors, franchement, c'est vrai qu'on a cette grosse légende urbaine comme quoi les zooms sont moins bons que les focales fixes. C'était vrai à l'époque, en fait, où les zooms sont apparus, mais faut vraiment considérer que les progrès en matière d'optique sont considérables, et encore plus au cours des 10 dernières années, et encore plus avec l'arrivée de l'hybride, dans la mesure où la lentille la plus proche du capteur va être littéralement collée au capteur, ce qui n'était pas le cas avant sur le réflexe, parce qu'il y avait le miroir. Donc maintenant, on arrive à des zooms qui ont pas forcément des zooms super chers,
qui ont des performances optiques qui sont dignes de focales fixes, même actuelles. Et après, ce qu'il faut considérer aussi, il faut raisonner en termes de gamme. C'est que un zoom, par exemple, G-Master ou de la série L de Canon ou de la série S de Nikon vont être supérieurs, clairement, à des focales fixes de milieu entrée de gamme. Après, tu as aussi des zooms qui ont été conçus de telle sorte à ce qu'ils puissent remplacer directement des focales fixes. Je pense par exemple au zoom de chez Tamron, le 35-150 de 8, qui peut remplacer non seulement en termes de focale toute une série de focales fixes, mais aussi en termes vraiment de performance optique, où tu es suffisamment bon pour ne pas avoir besoin de multiplier les focales fixes. Du coup, tu as cette polyvalence en plus et qui est hyper appréciable. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est que maintenant, tu as carrément chez Sony la deuxième génération de zoom transstandard, donc GM2. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que elle vient gommer les défauts optiques de la précédente version en capitalisant sur les avancées accomplies par les ingénieurs en optique. C'est-à-dire, par exemple, avant, on avait un tout petit peu de vignettage, on avait une petite baisse de piqué à fond de zoom, on avait des aberrations chromatiques. Et en fait, grâce au traitement des lentilles, grâce au progrès des lentilles asphériques, notamment, on réussit à avoir une homogénéité qui est quasi parfaite, un piqué à fond de zoom qui est top, et des aberrations chromatiques qui vont être parfaitement maîtrisées, que ce soit via l'optique en elle-même ou via l'informatique embarquée par les boîtiers. Donc toutes ces améliorations-là font que les zooms transstandards qui sortent maintenant ou qui sont sortis il y a à peine 5 ans, on va dire, sont vraiment d'excellentes références. Et j'ajouterais aussi que même en milieu de gamme, il y a moyen de trouver vraiment des optiques standards qui sont particulièrement qualitatives, tant en termes d'optique que d'autofocus. Je citerai notamment le Sigma 28-70 de 8, le Tamron 24-75 de 8 également. Et chez Canon, il y a aussi une référence qui est en train de sortir ou qui va sortir, qui est le Canon RF 28-70 f de 8 STM, et qui a l'air particulièrement prometteur parce que pour le coup, on devrait, alors à méthode conditionnelle parce qu'on l'a pas encore testé, mais qui devrait profiter de vraiment de bonnes perfs optiques, tout en étant moins cher que les optiques de 8 habituelles. Romuald, est-ce que tu es en phase avec l'analyse de Jean-Nicolas? Est-ce qu'aujourd'hui, les zooms n'ont plus rien à envier à certaines focales fixes en termes de performance optique pure? Non, la qualité des optiques progresse des deux côtés, focale fixe et zoom, mais il est certain que la marge de progression était bien plus importante du côté des zooms et ça correspond à la demande du marché. Donc effectivement, il semble que les constructeurs aient investi massivement dans le développement de ces objectifs et on le voit par les cycles de vie qui sont un peu raccourcis. On avait l'habitude d'une optique qui restait 10 ans en gamme en se disant elle est excellente. Aujourd'hui, les générations 2, ça arrive au bout de 5-6 ans. Donc ça va très très vite. Et puis oui, les focales fixes progressent également, mais c'est plus à l'aparté, c'est plus subtil, c'est plus discret. Les zooms, c'est vraiment une possibilité d'évolution et de progression très très importante. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et puis surtout, on intègre l'électronique des boîtiers maintenant dans les corrections. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que quand on fait que du RAW, on peut être des fois déçu par rapport à ce qu'on a pu lire dans les mesures de test, etc. Il faut toujours préciser, et Jean-Nicolas a très bien fait, que l'électronique embarquée et toutes les corrections, la batterie de correction disponible, il y en avait dans les réflexes aussi. Mais c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui avec nos chers hybrides, et c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça. Quand on fait que du RAW, on peut tout de suite être déçu, alors il faut tout de suite réactiver ces corrections sur ces fichiers. On peut le faire de manière automatique, on parlait d'Adobe tout à l'heure. Il faut vraiment en tenir compte. J'ajouterais juste une chose aussi par rapport à ce qu'a dit Jean-Nicolas. On a tendance parfois à dire, oui, on va supplanter des focales fixes, ou comprendre plusieurs focales fixes dans un zoom. Ok, sur le papier, c'est vrai. Le Sigma 28-45 dont on a parlé, 1.8, c'est un peu ça. On va se dire, j'ai un 28 1.8, un 45 1.8, un 35 1.8. Il ne faut pas oublier qu'en photo, prendre une focale fixe, c'est aussi une question de philosophie. Et puis derrière, il y a l'encombrement aussi, qui n'est pas tout à fait le même. Donc, techniquement, ok, on englobe le truc.
peut-être au niveau des performances, mais dans la pratique, je suis pas tout à fait d'accord. Je te rejoins hein, sur la pratique. Ce qu'on ne supplantera pas, c'est la façon de faire de la photographie avec une focale fixe. Le zoom, on a quand même tendance à s'ancrer les deux pieds dans le béton et à juste tourner une bague. D'ailleurs, moi, souvent, quand mes clients hésitent à prendre une focale fixe, je leur dis, mais prenez vos photos, clic droit, propriété, et on se rend compte que les zooms, ils les utilisent comme des billes ou des trifocales. Notre œil est conditionné. C'est vrai qu'une focale fixe, on va bouger en 3 dimensions par rapport au sujet. Et c'est là aussi où les fabricants, quand ils travaillent sur le poids, la taille, c'est pas gênant avec les petits boîtiers aujourd'hui d'avoir 2-3 petites focales fixes qui sont très compactes, très légères. Et je pense qu'on est aussi plus créatif dans ce cas-là. Mais c'est une autre approche. C'est peut-être un second temps. Il faut d'abord passer par le zoom. Bon, du coup, il y a quand même toujours cette notion de compromis quand on choisit de travailler avec un zoom. Alors, de quel type de compromis est-ce qu'on parle? C'est les ouvertures maximales. Alors là, on évoque des modèles un peu hors concours, hein, Benjamin, des zooms f1.8 constants. Il n'y en a pas non plus, des caisses. Quels sont les compromis finalement qu'on doit faire quand on décide de travailler avec un zoom? Donc, il y a les ouvertures maximales. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromis. On fait un compromis. Est-ce qu'on choisit les ouvertures? Est-ce qu'on choisit la plage de focale? Est-ce qu'on choisit le budget? Et donc, c'est le photographe qui place son curseur et sa limite. Donc, c'est le poids, c'est la taille, c'est l'ouverture. Et puis, les gammes sont tellement larges qu'on va forcément trouver un objectif sans compromis pour son usage. Alors vis-à-vis du poids, j'ai fait un petit truc rigolo aussi. J'ai comparé les poids des 24-70 mm Sony. Je suis remonté à l'époque du réflexe, hein, parce qu'il fut un temps, Sony faisait des réflexes. Ils avaient un très beau modèle signé Zeiss 24-70 mm f2.8 ZA qui, à l'époque, pesait 974 grammes sur la balance. Puis est arrivée la révolution de l'hybride, le premier G-Master 24-70 mm f2.8 qui, lui, pesait 886 grammes, et la dernière génération, tu l'as dit Benjamin, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire en termes de réduction de poids et d'encombrement. Ils pèsent moins de 700 grammes maintenant là. La seconde génération, c'est quand même complètement barjot. Ce qui est barjot, c'est les prix aussi. Quand on parle des optiques G-Master, notamment les versions 2, ça c'est vraiment barjot. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des constructeurs un peu tiers aussi comme Sigma, Tamron, Samyang, etc. Parce que quand on parle de compromis, tout le monde ne peut pas s'offrir ça. C'est miracle technologique. Le 24-70 G-Master 2 est un des meilleurs transstandards du marché, il n'y a pas de problème. C'est fabuleux, et on peut dire la même chose du 70-200 f2.8 G-Master 2. Ce sont des bijoux, et ceux qui peuvent se les offrir, c'est formidable. Mais heureusement qu'il y a des alternatives, parce que tout le monde ne peut pas mettre plus de 2500 € dans un zoom, quoi. Évidemment, et puis cette question de prix, elle est aussi légitime vis-à-vis des focales fixes, hein. Si on part du principe, par exemple, qu'un 24-70 mm est un zoom qui va couvrir 4 focales fixes, qu'un 24-105 mm est un zoom qui va couvrir 5 focales fixes, et qu'un 24-50 mm, tu me l'accorderas Benjamin, est un zoom qui va couvrir 3 focales fixes. Si on compare c'est un transstandard. le prix de l'investissement dans un zoom comme ça à celui de focale fixe à gamme équivalente, le zoom est intéressant, hein. J'ai fait le calcul pour la version contemporary de chez Sigma, qui a un 28-70 mm f2.8 constant des GDN, qui couvre donc le 24-36, et je l'ai comparé aux petites focales fixes qu'on aime bien, hein, Benjamin. Les 24 f2, les 35 f2, les 50 f2 et les 60 f2. Le zoom, il vaut 880 €, et le total de ces 4 focales fixes, ça fait quand même 2122 €. Ça reste quand même plus économique, Romuald, d'investir, entre guillemets, dans un zoom. Oui, c'est vrai. Ça reste, à mon sens, plus économique. Et je rebondis sur le parallèle des prix, sur le coût des prix des optiques. Mais dans les années 90-95, un 28-70 2.8 qui n'était pas stabilisé, qui était d'excellente qualité pour l'époque, ça valait 15 000 francs, 16 000, 17 000 francs. On n'en est pas très éloigné finalement si on fait le taux de conversion avec l'euro et puis
un petit peu La d'inflation. légère inflation. Légère inflation, mais même pas, puisque 15 000 balles, on y est aux 2500 euros, 2300 euros. Bon, au passage, l'essence est passée de 5 francs à 2 euros, mais Non, mais tu as je, raison de remettre je les choses dans trouve le contexte. je trouve pas le matériel plus cher aujourd'hui. Ça reste des prix importants, ça reste de très beaux objets. Par contre, là où ça s'est démocratisé, c'est l'offre. L'offre est devenue extrêmement large. Et aujourd'hui, on peut avoir des optiques à 2.8, à 1.8, des focales fixes, des zooms. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et on citait donc les optiques de la gamme Contemporary. Moi, j'aime particulièrement aussi chez Sigma, c'est pas un 60 f2, c'est un 65 f2. Et justement, focale fixe, on sort une petite digression très intéressante parce que vraiment un angle de champ assez inédit. On est quelque part entre le standard donc 50 et le 85 mm, optique à portrait classique. Et c'est un peu comme le 40, entre le 35 et le 50, on peut découvrir d'autres manières de photographier, d'où l'intérêt, encore une fois, de la focale fixe et de ne pas supplanter la focale fixe avec un zoom. Hmm. Bon, puis les constructeurs, de toute façon, ils ont bien compris que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer les G Master, les séries L et les séries S. Et ils commencent, pour certains d'entre eux, à proposer des alternatives un petit peu plus abordables à ces objectifs qui font évidemment rêver la majorité des photographes et des vidéastes, qui est le fameux 24 70 mm de 8. Chez Canon, là, il y en a un qui sort. Bon, il n'est pas à 24, il démarre à 28, mais il va être proposé au prix de 1300 € versus 2630 € pour la version professionnelle de Canon. Même chose chez Nikon. On a un 28-75 mm f2.8 proposé peu ou prou à 1000 € versus 2600 € pour la série S. Chez Sony, alors chez Sony, c'est pas forcément des optiques comparables. Ils font des choix différents. Alors, il y a le G Master f2.8, 2400 € et des alternatives dont on va reparler un peu. Ce 24-50 f2.8G, 1300 €. Un 20-70 f4 constant, 1500 €. Et puis, chez tout le monde, on a aussi ces fameux 24-105 f4, un peu avec une plage de focale un peu plus large, un peu moins lumineux, mais un peu plus polyvalent. Et mieux encore, 24-120 chez Nikon, 24-120, qui est vraiment le 24-120 ultime. Le meilleur 24-105. Rendons hommage à Tamron, qui le premier a eu cette idée de plage de focale un petit peu différente avec des optiques compactes légères. Le 28-75 de 8, sorti en monture Sony E. Qui est en G2 et en G2 qui marche très bien. Et puis décliné en 17-28, 70-180. Et décliné en monture Nikon maintenant. Qu'on retrouve chez Nikon, les 3 petits dragons là, qui sont des optiques très très belles. Celui-là, on l'attend chez Canon de pied ferme, je pense. Bon, on va parler usage maintenant et on va parler photo pour commencer. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Tony Noël, adepte des focales fixes, mais qui travaille quand même avec des zooms transstandards dans certaines situations. Donc moi j'utilise des zooms transstandards, surtout en reportage. Forcément j'ai la triplette de zoom, parce que tout photographe professionnel se doit de l'avoir, parce qu'on est quand même si on est tous une niche particulière dans ce qu'on fait. Voilà, il faut quand même avoir tous les outils. Donc moi je suis équipé chez Sigma, donc j'ai le 14-24, le 24-70 et le 70-200. Et voilà, donc aujourd'hui, s'il faut prendre qu'une seule focale, bon, la plupart des gens vont prendre le 24-70. C'est ce que je recommande forcément. C'est le transstandard par excellence, où on peut couvrir 90% du travail, quoi. Donc moi j'utilise beaucoup aussi le 28-70 quand je me déplace pour certaines prestats, en fait. Et je l'adore, il est super léger, et il marche très très bien, quoi. Donc le 28-70 de chez Sigma, par exemple, le Contemporary, pour moi, en qualité-prix, il n'y a pas mieux. L'utilisation du zoom, pour moi, dans des prestations particulières où j'ai besoin du zoom, par exemple, il y a des événements de hip-hop, des battles, comme on appelle ça. L'idée, c'est de savoir déjà où on shoot, c'est déjà le confort de savoir où est-ce qu'on va shooter, c'est intéressant. Surtout voir pour les gens qui font du concert aussi, voilà. De temps en temps, je fais des concerts ou des festivals. Le zoom permet de nous situer, en fait, parce que des fois on peut pas arriver comme ça. Moi, si je pouvais partir avec mon 35 mm, c'est possible aussi, un petit 35, un 28, peu importe. L'idée, c'est qu'on puisse changer de plan focal dans n'importe quelle circonstance.
Parce qu'en fait, l'événementiel, surtout, c'est du ponctuel. Et on peut pas demander, je sais pas moi, à l'athlète, au danseur, au chanteur de refaire la pose. Attends, je vais me rapprocher. Ah non, t'es trop loin. Voilà. En fait, voilà, un zoom transstandard, c'est fait pour ça. Voilà. Donc, on peut se rapprocher sans se déplacer, entre guillemets. Mais après, voilà, tout en gardant quand même cette notion de cadrage, très important. C'est pas parce que voilà, beaucoup de gens disent moi je vais cropper dedans, je sais pas, voilà. Le zoom sert à ça aussi, comme une focale fixe, c'est d'apprendre à cadrer, mais là, du coup, là, sans trop se déplacer entre guillemets, on va dire ça, si je dis pas de bêtises. Moi je préconise vraiment d'acheter quand même une optique, cool. Là, j'étais au salon de la photo dernièrement là à Paris, il y a une semaine et en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je voudrais acheter un nouveau boîtier, qu'est-ce que tu me conseilles comme optique? Donc forcément, tout de suite, je lui demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Je fais ça, 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 ça. Bon, on fait un peu de tout quoi pour commencer et du coup, je dis: «Voilà, j'ai choisi même pas, prends un zoom mais qui ouvre au moins, en constant». Parce qu'au moins tu auras aussi ce confort de prise de vue. Parce que les gens pensent que quand ils se pointent pour acheter un boîtier, surtout une optique, ils vont dire: «Ah bah moi je vais faire ça en fait». Forcément l'optique qui livre avec, ils se sentent un peu des fois, lésés parce que, forcément ils obtiennent pas forcément le résultat, attendu. Bon, il dit beaucoup de choses, Tony, dans son témoignage. Si on essaye un peu de synthétiser sa pensée et de la compléter, quelles sont les motivations, Romuald, qui peuvent pousser un photographe professionnel à opter pour travailler avec un zoom transstandard plutôt qu'avec des focales fixes? Besoin de travailler rapidement, de plus en plus, quel que soit le secteur d'activité, dans le monde professionnel, on a besoin d'être rapide, on a besoin d'aller vite. Et effectivement, Tony le souligne, on n'a pas la possibilité de refaire les images. Donc le zoom, c'est une arme. Dans ce cas-là, c'est une arme ultime qui permet d'allier maintenant la qualité, la rapidité, et puis une forme de sécurité pour certains types de prise de vue. Quand on est dans un studio, là c'est une autre approche et les focales fixes peuvent reprendre le leadership. Mais même dans les studios, hein, on voit beaucoup de photographes travailler avec des focales zoom pour garder de la spontanéité et garder une prise de vue très naturelle. Oui, puis il y a le cas qu'il a cité, il a parlé de la photo de concert ou de l'événementiel de manière générale. On peut citer des meetings politiques hein, pour des photographes qui vont couvrir et être contraints en fait dans l'espace et pourront pas se mouvoir comme ils le veulent ou tout simplement être au milieu d'autres photographes dans des poules et pas pouvoir facilement changer d'optique non plus. Et là, c'est vrai que le zoom, ça reste une arme extraordinaire. C'est de plus en plus vrai dans le monde professionnel. Les contraintes de placement, de positionnement, il faut vraiment en prendre compte. Puis il y a un sujet économique aussi, on l'a vu avec le petit calcul qu'on a fait tout à l'heure, même si c'est des investissements importants pour les photographes, investir dans un zoom de très haute qualité revient quand même moins cher que d'investir dans une série, une valise, on va dire, comme dans le monde de la vidéo et du cinéma, de focales fixes. Ça permet aussi pour certains d'entre eux de ne pas avoir forcément deux boîtiers sur soi pendant un événement ou un reportage. Donc forcément, ça rentre dans des problématiques également budgétaires. Si à l'inverse, on raisonne différemment maintenant, quelles sont les contraintes finalement qui sont imposées à ces photographes qui font ce choix du zoom par rapport à la focale fixe? Est-ce que juste on parle de profondeur de champ en fait, où finalement on n'a pas accès aux super grandes ouvertures avec les zooms, donc on est un peu limité là-dessus? Je pense qu'on est un petit peu limité mais c'est dans sa capacité de création, de cadrage, parce que de toute façon, on est limité dans ses déplacements. Donc l'un et l'autre, je pense, sont maintenant liés. On est peut-être dans une posture un peu plus facile pour aller chercher une image et pas aller chercher l'image directement. Oui, Après, l'ouverture, là aussi, le choix est tellement pléthorique. Du zoom à 1.8, ça y est, il y en a, ça arrive. Hein. Oui, mais même des fois un zoom à 2.8. On À a 2.8. souvent tendance à parler beaucoup de l'ouverture, mais on On regarde pas s'emballe un assez peu. on regarde pas assez la distance minimale de mise au point aussi autorisée Oui. par certains zooms. D'ailleurs, estampillé macro, ça existe en transstandard, il y en a un chez Lumix, un 2405 macro. Oui, il y a une optique micro 4 tiers que j'adore, qui est chez OM System, qui est le 12-40 mm f2.8 version 2, qui est un transstandard magnifique.
Donc ça fait 1, 24, 80 avec une distance minimale de mise au point constante de 20 cm. Et ça permet d'obtenir des images saisissantes. Et il en parlait, Tony, dans son témoignage. Parfois, des gens peuvent être déçus de ne pas obtenir ce qu'ils imaginaient. Oui, si on va vers un zoom transstandard peu lumineux, bah, peut-être qu'on n'aura pas les fameux bokeh qu'on fantasme un peu en se disant je vais passer de mon smartphone à un capteur de plus grande taille. Là intervient l'ouverture, la distance, etc., etc. Avec un 28-70 de l'8, 28-75, etc., on a un transstandard lumineux de bout en bout de l'8. C'est formidable. Et on va avoir de jolis effets de bokeh sans aucun problème. Et là, ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser, Romuald. Que ce soit un réflexe ou un hybride, c'est avant tout un appareil à objectif interchangeable. Au-delà d'être un appareil avec un capteur plus grand que ce qu'on peut retrouver dans un smartphone et donc mécaniquement la possibilité de générer des images de plus haute qualité. Les primo-accédants dont tu parlais tout à l'heure achètent des kits avec des zooms transstandards plutôt entrée de gamme. Généralement, moi, j'ai la sensation que pour beaucoup de passionnés, sans forcément être des experts ou des fous furieux de la photo, les gens achètent ces appareils en kit et ne changent jamais d'objectif. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non. Les Ok. chiffres vont contredire ça parce que le taux d'équipement sur les hybrides, selon les marques et selon les systèmes, va de 2 à 2,8 optiques par appareil. Donc, le téléphone a inculqué la culture multifocale. Le zoom, c'est le primo-accédant. Derrière, on voit très très vite arriver ces photographes qui veulent jouer sur l'effet de bokeh parce qu'ils ont bien compris que l'effet gomme sur un smartphone, c'est quand même pas terrible. Et Pour donc, l'instant. pour l'instant. Et ils viennent et ils veulent un 51.8 pour faire les jolis portraits des enfants, etc. Et puis, ils découvrent la street photo, ils découvrent la possibilité de monter en ISO, et puis ils veulent des zooms plus lumineux pour aller rechercher un peu ça. Il y a toute une culture et une éducation qui se fait. Mais là où il y a une quinzaine d'années, c'était à nous de l'expliquer. Aujourd'hui, il y a une demande. Moi, je le perçois comme ça dans le magasin. Il y a une demande pour avoir ce type de résultat parce qu'on n'a jamais vu autant de belles images. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile de dire, bon, bah, ça c'est fait avec un 24-70 de 8, c'est fait avec un 70-200 de 8. Un 70-200 de 8, ça a une signature exceptionnelle. Alors, à 2800 portrait, euros, c'est top. voilà, à 2800, 2900, 3000 euros selon les marques, on se gratte la tête. Mais quand on regarde un 70-180 de 8Z, à 1400, plus avec les belles offres de fin d'année, ça déclenche, ça déclenche des envies. Oui, mais 70-180, ce n'est pas un transstandard. Par contre, le 35-150 dont on a parlé, là, on est en plein dedans. C'est un transstandard de loin. Mais tu es déjà à Montier-en-Der, là. Je suis déjà conditionné pour Montier-en-Der. C'est très bientôt. Allez, on continue dans l'usage et on s'intéresse maintenant à la vidéo. Et on vous propose d'écouter le témoignage du vidéaste Julien Migeot qui réalise beaucoup de vidéos d'entreprise et d'événementiel. Il nous parle de son usage des zooms transstandards. Alors, en tant que vidéaste, un zoom transstandard, c'est un peu une sorte de couteau suisse, en fait, qu'on a dans la valise photo, la valise vidéo. C'est quelque chose qui peut servir un peu à tout. Et c'est quelque chose qui a changé, en fait, durant les 10 dernières années, je dirais. Il y a 10 ans, un zoom transstandard, c'était pas toujours hyper qualitatif, à quelques exceptions près. Et généralement, surtout en vidéo, on préférait carrément utiliser les focales fixes. Moi, ce que d'ailleurs je préconise en général, par exemple pour l'interview, mais le transstandard pour de l'événementiel, par exemple pour du concert, pour tout type d'événement, et ben c'est hyper polyvalent. Tu as toutes les focales sous la main en fait, même sur un gimbal par exemple, là, maintenant avec les transstandards, avec les zooms qui sont internes, où le poids est plus facilement équilibré, c'est hyper pratique, et surtout ça a grimpé en qualité d'image. Moi, personnellement, celui que j'ai toujours sur mon boîtier, c'est le 28-70 2.8 de chez Sigma.
que j'apprécie énormément parce qu'il est léger, parce qu'il est compact, la qualité d'image, elle me va complètement. L'ouverture de 8, elle est intéressante. Et voilà. Et l'autre que j'utilise aussi de temps en temps et qui est un peu plus haut de gamme, c'est le 2845 1.8. Donc là, qui est un transstandard avec 1.8 d'ouverture constante. Donc c'est un petit peu fou. Et pareil, hyper pratique. Et là, pour celui-ci précisément, j'ai pu le comparer avec des focales fixes. Et là, on arrive vraiment à un transstandard qui a la même qualité que les focales fixes. Donc en vidéo, c'est tout ce que tu recherches en fait. Tu veux la meilleure qualité possible, tout en étant polyvalent pour être réactif en fait sur les tournages. Donc c'est vraiment moi ce que je peux conseiller en fait en vidéo, que ça soit pour les débutants, parce qu'au départ tu sais pas forcément quelle focale tu vas apprécier, qui va vraiment dont tu vas vraiment avoir besoin en fait. Mais même en fait quand tu es pro et depuis pas mal d'années comme moi, tu es hyper réactif avec un transstandard et finalement c'est quelque chose qui était décrié je te dis il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas et c'est hyper pratique et hyper utilisé. Pour moi le choix en fait il vient surtout de la taille et du poids. Parce qu'en tant que vidéaste, en vidéo, on trimballe énormément de matériel, que ce soit pour le son, pour la lumière, que ce soit tout ce qui concerne l'alimentation. Et moi, j'avoue que j'ai tendance à privilégier des optiques un peu plus compactes, un peu plus légères, parce que quand il faut se traîner tout ça, si tu gagnes 200 grammes, tu es content sur un objectif. Donc voilà. Et en plus, pour tout ce qui est utilisation gimbal et tout ça, ça peut être pratique d'avoir une optique un peu plus légère aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à privilégier plus la cam des GDN. Mais en effet, chez Sigma, il y a le 24-70 qui est pas mal parce que du coup, il offre un plus grand angle en fait que le 28. Après, le plus grand angle, la nature est bien faite, on a des pieds, on recule un peu, on l'a notre grand angle. Donc c'est pas forcément un frein. Et pareil pour le 70 mm, pour le bout de la focale. Là encore, aujourd'hui, on a des boîtiers modernes avec des très gros capteurs où on a souvent une fonction crop APS-C, donc qui permet de zoomer dans le capteur avec un facteur 1,5, ce qui fait que notre 70 mm va devenir un 85, un 90 à peu près mm. Donc du coup, ça rajoute encore plus de polyvalence. Donc la polyvalence, on l'a avec le transstandard, mais aussi avec nos pieds et aussi avec nos boîtiers. Le zoom transstandard parfait pour moi, déjà il n'existe pas et je pense qu'il n'existera jamais parce que techniquement c'est hyper compliqué. Ça serait quelque chose de compact, de zoom interne, d'une très grande ouverture à 1.8, d'une large focale allant de 20 à pas plus de 70. 70 j'aime bien comme valeur de théologie. Donc voilà, ça serait un 20-70 1.8 qui reste compact et avec une image avec beaucoup de caractère et, si je pouvais rajouter un petit truc, avec une image un peu plus douce et un peu moins piquée que les optiques qu'on a actuellement, pour ajouter un petit peu plus de caractère et de chaleur à nos images. Bon, on comprend après ce témoignage que finalement les arguments en faveur du zoom dans l'univers de la vidéo sont assez proches finalement de ceux évoqués dans l'univers de la photo. Il y a des constructeurs qui commencent à sortir des zooms transstandards hybrides non pas pour les hybrides, mais hybrides photo et vidéo. Par exemple, il y a des nouveaux objectifs qui intègrent une motorisation au niveau du zoom ou une option de motorisation. Est-ce que ça suscite un intérêt particulier, ces trucs-là, où on est dans le gadget plus? On n'est pas, pour un photographe, on va être dans le gadget. Pour le vidéaste, on va être dans l'outil. On est encore sur des optiques qui sont extrêmement professionnelles, hein. On parle du 24-105 de 8 Canon avec sa possibilité de moteur, qui n'est pas imposée finalement. Non, c'est une option. Ouais. Voilà, c'est une option, on coche la case ou pas. Moi, je suis étonné de voir que cette optique, elle se vend aussi bien aux photographes qu'aux vidéastes. Il y a plein de choses à dire sur ces nouvelles générations d'optiques. On sent bien que les constructeurs cherchent, écoutent, regardent. Il y a eu tout un sujet autour de cette bague d'iris. Je ne vais pas dire de diaph parce que sinon je vais me faire couper en morceaux. C'est bien de rester dans le domaine dans le champ lexical de la vidéo. Cranté ou continu. Ou les deux. Canon historiquement a un pilotage par double molette depuis plus de 35 ans. Et donc pour eux, la bague d'iris, c'est un iris. Donc c'est pas une bague crantée.
Et le diaph continue à se piloter par le crantage. Bon, d'autres marques ont fait d'autres choix avec des bagues qui peuvent être crantées et décrantées. Là, au moins, ça peut mettre tout le monde d'accord. Je me pose beaucoup de questions sur l'utilité de cette bague finalement. Quel type de vidéastes font des bascules de diaph sur un plan séquence, quoi? Alors, c'est marrant parce que quand on leur pose la question en magasin, ils nous disent bah oui, j'ai besoin. Ils nous parlent pas de la profondeur de champ, ils nous parlent de la lumière. Bah non, on est tous en ISO automatique maintenant, et ça sert à ça l'ISO, parce que modifier son diaph, c'est modifier avant tout sa profondeur de champ, Mhm. et là on sent qu'il y a un petit peu un mélange des paramètres techniques, c'est assez troublant, comme l'est l'optique finalement, elle est photo et vidéo avec des spécificités. Oui, mais quelque part, si on se fait l'avocat du diable aussi, c'est logique. Quand on regarde le pédigré des boîtiers actuels, je veux dire, là, on parlait du 24-105 Canon de 8 Z, qui est un objectif imposant, mais finalement, quand on regarde un R5 Mark II, c'est autant une caméra qu'un appareil photo. Oui, exactement. On voit l'évolution du R5 Mark II. Il a progressé en photo, il a progressé sur la F, mais il y a aussi énormément d'évolution sur la partie vidéo. Et puis l'encombrement de cette optique, vous prenez un 24-105 qui ouvre à f4, vous déployez le zoom, on parle de 2 cm. Alors, il y a un phénomène aussi sur lequel il faut être un peu vigilant en vidéo quand on travaille avec le zoom, qui n'est absolument pas un souci en photo, c'est le focus breathing. C'est-à-dire ce petit décalage de cadrage en fonction de la mise au point. Est-ce que est-ce que les gens sont attentifs à ça? Est-ce que les choses sont bien corrigées maintenant ça se corrige optiquement, ça se corrige dans le boîtier? Enfin, voilà, qu'est-ce qui gravite comme information autour de ce phénomène? Alors, visiblement, pour faire une optique, exemple de focus breathing de manière optique, c'est très très compliqué et très coûteux. Par contre, on a des technologies qui apparaissent entre les corrections logicielles, les systèmes de motorisation par double moteur linéaire. On arrive à avoir des corrections qui sont extrêmement bien faites et qui ne semblent pas appelées à la critique aujourd'hui. Voilà. Après, est-ce qu'on zoome beaucoup pendant qu'on filme? Si, mais il suffit des fois de même jouer sur la mise au point pour voir le focus breathing. C'est pas une question de zooming. On le voit pas forcément comme ça, mais on le voit si on compare des optiques de génération réflexe, par exemple, avec cette nouvelle génération Z chez Canon, où on peut citer le 28-105 Sigma aussi, qui est fait pour la vidéo. Et on va même le voir si on compare le 24-105 RF f4 avec ce nouveau 24-105 2.8 Z. Pour avoir vu des comparaisons lors des présentations, c'est assez stupéfiant. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des efforts qui soient fournis, notamment pour du broadcast ou des grosses productions, où là, les yeux sont plus aguerris et plus exigeants. Alors, dans son témoignage, Julien, il évoque une optique de rêve qui n'existe pas encore, un 20-70 mm f1.8 à zoom interne. Ça, c'est important. On a du zoom interne dans les 70-200 mm, mais on n'en a pas dans les 24-70 et dans les 24-105 mm. Selon toi, Romuald, du coup, c'est quoi l'avenir en termes d'évolution, de spec, de techno, de performance des zooms transstandards dans les années à venir? Si on fait un petit retour en arrière, je dirais que c'est juste une question de temps. Il faut qu'il soit patient. Il va arriver son 20-70 1.8. C'est peut-être dans 10 ans. Les optiques sont certainement ce qui va le plus progresser dans les générations, dans les années à venir. On le voit, le repositionnement, le recul de l'optique suite au retrait de la cage miroir permet de développer de nouvelles formules optiques et nos fabricants s'en donnent à cœur joie. C'est étonnant de regarder comment sont faites les optiques. On prend certaines optiques, vous avez une lentille avant qui est ridicule. Je pense au 40 mm Nikon Z, je pense au 28 mm RF Canon. Vous les retournez, on dirait, c'est des optiques inversées, c'est des optiques qui sont faites à l'envers. Donc la conception des optiques va progresser, on va voir arriver des choses exceptionnelles. Et un 20-70 1.8, moi je donne rendez-vous dans quelques années. Bon, à moins de 500 balles, ça va être compliqué. Oui, mais... oui, actuellement, peut-être celui qui s'en rapprocherait le plus a déjà 6 ans d'existence, puisqu'il s'agit du 28-70 f2 chez Canon,
une optique dont on parle absolument pas, mais qui est sortie en même temps que la monture RF. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, ce sera une question de prix peut-être, d'encombrement Ouais, aussi. si on leur demande demain, ils sont capables de nous le faire, mais la prouesse, ce sera de la rendre économiquement viable. Exactement. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Bon. Alors, on va maintenant vous faire une petite sélection produits par monture et par catégorie, avec un focus particulier sur certains modèles qui nous ont semblé particulièrement intéressants. Et on va commencer avec les super télézooms, et notamment ce nouveau 28-400 mm signé Nikon. On écoute Hicham Bou Oulaoun, chef de produit photo chez Nikon France, nous en parler. Cette plage de 28-400, elle est assez hors norme. On avait déjà fait la même chose avec les boîtiers type P950, P1000 des Bridge, qui étaient ceux qui allaient le plus loin sur tout le marché. Et avec ce 28-400, on réitère et on s'adresse à un public très large, puisque le maître mot d'avoir ce type de super zoom qui va du grand angle au super téléobjectif, c'est la polyvalence. Et on va s'adresser aux personnes qui ne veulent pas forcément choisir, notamment les photographes de voyage, lorsqu'on fait du tourisme, entre photographier des photos de groupe, des paysages, ou bien aller photographier un petit peu d'animalier, aller chercher très loin des sujets dans des parcs d'attractions par exemple, en festival, en concert. Sur un APS-C, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on aura un 42-600 mm, ce qui est déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, en super téléobjectif Nikon, on va jusqu'à 800 et on a aussi un 600 mm et c'est déjà énorme, y compris que ce soit en animalier ou que ce soit en photo sportive, on gagne de précieuses focales par rapport à un 400 mm. Après, pour la qualité d'image, on a pris un soin vraiment particulier à éviter toutes les déformations, toutes les aberrations qu'il peut y avoir sur ce type d'optique, puisqu'on est sur une construction qui, elle aussi, est un peu hors norme. On a 21 lentilles sur 15 groupes. Et puis, on a 4 lentilles ED pour pouvoir justement aller pallier à tout ça. On a 3 lentilles asphériques pour éviter toutes les déformations. Donc, on s'est vraiment assuré ceinture bretelle pour garder une très belle qualité d'image, qu'on soit à 28 ou à 400 mm. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la qualité optique, mais il y a aussi sa légèreté. Elle pèse 700 grammes environ. On va pouvoir faire de la proxy photo, donc on peut se reprocher énormément de son sujet avec cette optique-là. On n'est pas au niveau de la macro, mais ça va encore rajouter un autre élément à ce couteau suisse. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un type de qualité différent. C'est le point fort de la monture Z. On a changé de monture pour cette très grande monture, qui est la plus grande du plein format. C'est justement aussi pour permettre d'aller au-delà en termes de construction optique. Donc forcément, ça va changer beaucoup de choses. Autrefois, avec la monture F, on ne pouvait pas fabriquer ce type d'optique, ce type de formule optique avec cette qualité. Donc on allait sur quelque chose de moins qualitatif. Aujourd'hui, avec la monture Z, on peut se le permettre. On peut avoir ces énormes plages focales et combiner ça avec une très bonne qualité d'image et encore plus d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on arrive à un prix qui est plus élevé, mais aussi à une qualité bien supérieure. Romuald, quand on s'intéresse à un zoom transstandard, un super méga zoom, quels sont les critères à prendre en compte au moment du choix? C'est bien avoir conscience que c'est un compromis, que c'est un couteau suisse. C'est un choix assumé de partir avec ce type de focale et ça répond à un besoin presque cyclique. J'ai pas forcément envie d'avoir toujours un 28-400, mais là je pars pour un voyage, je suis bloqué, j'ai pas le droit, je prends des petits avions, etc. J'emmène une focale. Voilà, ça c'est l'exemple concret que l'on retrouve sur le comptoir au magasin. C'est pas forcément une demande permanente. Ce couteau suisse, c'est pas la base de l'hybride, c'est pas l'objectif par définition. Mais c'est marrant parce qu'on est presque dans l'univers du bridge là. C'est un 28-400. L'ouverture est quand même pas terrible à 400, il faut le rappeler, c'est f8. Donc en fonction d'où on va aussi, si par exemple on va sur une destination polaire en plein hiver, où il y a 3 heures de jour disponibles, il faudra peut-être le prendre en compte. Chez Nikon, il y a par exemple le 24-200, moi je préfère. Ouais. Et pour une raison qui est importante, Hicham parle du poids, il a raison. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de l'encombrement. Parce qu'une fois qu'on déploie, tu en as parlé tout à l'heure, quand on zoome avec le 28-400,
donc le fût se déploie, et là, on atteint un encombrement qui devient quand même assez important. Donc, on n'est plus vraiment discret, on a un truc qui est assez imposant. Je pense que ça fait partie quand même des critères à prendre en compte. Les 28-400, les 24-200 et autres, les photographes ont toujours l'impression qu'ils vont manquer de quelque chose. Donc, c'est peut-être une course à l'échalote. Il faut peut-être aussi dire n'ayez pas peur de manquer, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les photos, mais vous allez en faire plein d'autres, différentes, parce que vous aurez peut-être plus d'ouverture, parce que vous allez être plus contraint au niveau de la focale et donc bouger différemment. Le bridge, oui, c'est ça. Hein, on se met là et on fait un coup en avant, un coup en arrière. Il y a un peu de fainéantise dans tout ça, donc on en revient à l'éducation de la focale fixe. Ouais. Passer par la focale fixe parfois, avoir cette frustration de se dire tiens, je vais pas prendre la photo que j'imaginais, mais je vais en faire une autre. C'est pas inintéressant. C'est du sport la photo, faut marcher. Bon, là on a évoqué la monture Nikon Z. Dans cette catégorie de super méga zoom, quelles sont les choses qui s'offrent à nous en monture Canon RF? RF, un seul, 24-240. Le 24-240 f4.6.3 IS-USM. Ouais. Et en APS-C, il propose même un 18-150. Exactement, qui est beaucoup plus abordable, un 560 € versus 1000 €. Chez Sony maintenant, du choix, il y en a beaucoup. Alors chez Sony, on a le zoom APS-C 18-200. Qui est l'un des tout premiers zooms de la gamme à l'époque Nex Sony, qui a connu une évolution. On a également le zoom 24-240 qui a été longtemps attendu et qui faisait cruellement défaut dans la gamme. Et puis, sur les plages de focale plus longues, il n'y a pas d'autre choix pour le moment, si ce n'est en marque complémentaire. Chez Tamron, notamment, qui déploie une gamme extrêmement large, pas toujours simple à comprendre entre ce qui est APS-C, full frame et autres, du 35-150, du 50-300, pardon, du 50-400 également. Du 28-200, du 28-300. 28-300 sorti cette année. Cette année, oui. Qui était un modèle qui existait en réflexe, 28-300 aussi. Et puis, ils avaient aussi un 28-400 en version réflexe. On peut imaginer qu'une version hybride sera 18-400, tu veux dire 18-400, pardon. En APS-C, ça va finir par arriver aussi. Chez Lumix, les utilisateurs de boîtiers Lumix S2436, il y en a un qui est proposé. Ah oui, et qui est très très intéressant parce qu'il est très compact. Là aussi, on sent bien que le choix de Panasonic et Lumix sur sa gamme S, ça a été de travailler sur la compacité des objectifs, à la fois sur les zooms comme le 24-200, à la fois sur un 24-105 finalement est assez classique, mais même les focales fixes, le 100 macro, le 28-200, etc., on a des optiques qui sont extrêmement compactes et intéressantes, alors que ce n'est pas forcément le cas des boîtiers qui sont un petit peu plus encombrants, un petit peu plus charnus que les marques concurrentes. Je précise d'ailleurs en monture L que Samyang, qui a décliné lui aussi un 35-150 f2.2.8, propose cet objectif aussi en monture L, et que ça peut être une bonne option pour aller voir loin avec de la qualité sur un Lumix S. Alors en monture Fujifilm, maintenant monture X APS-C, bon, il y a un peu de choix aussi. Il y a un super 18-120 mm f4 conçu pour la vidéo, un PZ, donc motorisé, et un 18-135 mm qui là est plus orienté photo. Et Tamron a décliné aussi son 18-300 mm f3.5.6.3 DI3A VC VXD, et ça c'est une optique qu'on peut trouver autour des 650 €. Pour terminer maintenant, peut-être un petit mot sur la monture micro 4/3 avec Lumix toujours et OM System. Chez Lumix, on trouve un 14-140 mm f3.5.5.6 en seconde génération, et chez OM System, on va trouver du 1200 mm f4, une optique professionnelle. Superbe optique. Qui est magnifique. Gamme pro, magnifique. très belle optique. Avec une très très belle stabilisation. Ouais. Ça fait un 24-200 sur le terrain, f4 pro, donc protégé contre les intempéries, etc. Magnifique. Et dans une gamme un peu plus modeste, on a un 12-200 mm f3.5.5.6.
Voilà, pareil, il faut appliquer un coefficient de multiplication de 2 fois pour avoir les focales équivalentes. Donc ça monte à 400 mm, ça voit très loin et ça vaut à peu près 1100 €. Voilà pour les super méga zooms. Et maintenant, on va rentrer dans l'univers du 24-105 mm. Ah. Les zooms à plage de focale un peu plus modeste, mais qui là donnent la priorité aux ouvertures constantes qui, historiquement, étaient de f4 sur cette catégorie d'objectifs. L'une des dernières nouveautés proposées par Sigma bouscule un peu les codes de cette catégorie de zoom et on écoute Foucault Provet, le directeur général de Sigma France, nous présenter donc le 28-105 mm f2.8 sorti tout récemment en gamme art. Ce nouveau zoom 28-105 a été pensé pour une utilisation hybride, mais pas hybride au sens de mirrorless, appareil sans miroir versus réflexe, mais hybride au sens vidéo et photo. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le 24-105 f4 est probablement l'objectif le plus utilisé en reportage vidéo par tous les vidéastes, petites boîtes de prod que l'on peut croiser ici et là. Le 24-70 2.8 est une optique énormément appréciée pour le reportage photo. Et le but était d'allier le meilleur des deux mondes. Pour une question de portabilité et le cahier des charges qui avait été donné aux ingénieurs, c'était de rester en dessous de 1 kg, qui était peu ou prou le poids d'un 24-70 à l'époque du réflexe. Eh bien, la focale la plus large a été limitée à 28, mais on retrouve quand même une énorme polyvalence. La philosophie derrière ça, c'est portabilité et polyvalence. Donc en termes de qualité optique, j'ai absolument aucun doute. J'ai déjà des retours extrêmement positifs de photographes, notamment une des personnes qui nous a aidés pour le lancement dans la communication du produit, qui lui-même est photographe de concert et qui m'a déjà commandé le produit parce qu'il a été tout simplement bluffé et que ça va lui permettre notamment de ne plus emmener de 70-200 de 8 complémentaires parce qu'il me dit qu'aujourd'hui, avec des boîtiers qui font une trentaine de millions de pixels minimum, à 105, on recroppe facilement à 150 et on peut se passer du téléobjectif. Donc la qualité d'image est suffisante aussi pour pouvoir recropper dans son image. Tous les tests sortis depuis le mois de septembre le disent. Après, la question, c'est est-ce que la portabilité va être suffisante ? Est-ce que les photographes reporters vont s'en emparer ? Pour ce qui est de la vidéo, j'ai absolument aucun doute. Le poids d'un kilo est absolument pas rédhibitoire pour quelqu'un qui fait de la vidéo. Et donc là, j'ai aucun doute que la qualité sera suffisante. Alors Sigma propose ce 28-105 mm f2.8 et a précisé aussi que Canon a lancé, et on l'a déjà évoqué cette année, un 24-105 mm f2.8 constant également. Romuald, dans les autres montures en termes de 24-105, à quoi on peut prétendre ? Alors, chez Lumix Panasonic, on va trouver un 24-105 4 OIS de facture somme toute très classique. Estampillé macro. Estampillé macro, un peu oui, plus tôt, oui, mais alors oui. c'est pas de la macro 1.1, je me permets d'ajouter Ouais. ça. Je crois que la distance minimale de mise au point, c'est 30 cm, donc à toutes les focales, ce qui est très intéressant, mais c'est de la proxy photo. Petit aparté, il semblerait que ce soit quand même plus facile pour les optiques hybrides d'avoir des prédispositions en proxy photo, en macro photo. On le voit, beaucoup de focales fixes prennent l'appellation macro, les zooms également. Tant mieux, c'est encore une petite case bien cochée pour la pratique photo. Nikon, un choix un petit peu différent que j'aime beaucoup avec un 24-120 f4. Plus polyvalent, qui va un peu plus loin et qui là pour le coup peut remettre en question l'usage d'un 70-180 ou d'un 70-200, même si faut pas oublier, c'est que la focale et l'ouverture, ça joue aussi sur la perspective et la profondeur de champ. Donc, un 70-200 de 8, ça a quand même une signature bien à lui. C'est reconnaissable entre tous. Je suis pas sûr qu'avec un 24-105 de 8 ou un 28-105 de 8, on ait les mêmes, tout à fait les mêmes cadrages et les mêmes perspectives. Et chez Canon, c'est boulevard pour le coup. Chez Canon, ouais, c'est boulevard. Donc, on a une offre. Il y a une offre avec un 24-105 qui est pas très lumineux, mais qui est un objectif primo-accédant qu'on trouve en kit avec le R6 Mark II, qui a un 4.7.1 d'ouverture stabilisé. À 500 €. 500 balles. Faut avoir conscience quand même qu'un 24-105 f4 constant, on est entre 900 et 1500 €. Grosso modo. Donc là, une alternative à 500 €, c'est quand même plutôt le bienvenu. Ouais. Et puis, c'est encore une fois, faire une très belle optique à 3000 balles. Heureusement qu'elle est bonne, l'optique à 3000 balles. Mais à 500 balles,
quand on voit ce qu'ils nous font à 500 balles, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Donc le 2405 motorisation STM qui est stabilisée avec du R6 et d'autres boîtiers, ça fait une double stabilisation. On a ensuite le classique 2405 4L IS-USM, qu'on connaît tous, hein. Il est tellement connu que plus personne, les clients, ils savent même plus si c'est de l'EF ou du RF, tellement ils se ressemblent. Et faut pas se tromper quand même. Ouais, faut pas se tromper. Parce que dans un sens, ça marche avec une bague, mais dans l'autre, c'est plus compliqué, hein. Et puis, on voit apparaître cette nouvelle gamme Z qui se décline également autour d'une optique fixe, le 35 mm, mais le 2405 2.8 L, IS, USM, Z. Voilà. Bravo. 3600 €. Ouais. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est moins cher que le boîtier, hein. Mais j'aimerais quand même juste réagir par rapport à ce qu'a dit Foucault. C'est-à-dire que 1 kilo pour un vidéaste, effectivement, ça posera pas forcément un problème. Donc, ce 28 105 mm Art, il a toute sa place. Mais si on pense en photo, ce serait pas mal que Sigma fasse le 2405 f4 qu'ils savent faire, hein, qu'ils ont sorti à l'époque en réflexe en gamme Art et qui n'existe en tout cas pas encore dans la gamme. C'est le petit enfin le petit appel en tant que plus peut-être photographe que vidéaste dans cette gamme d'objectifs. On a des machines qui sont communes pour filmer et photographier. Et on parle du boîtier, mais on se rend bien compte qu'à l'usage, c'est pas encore tout à fait la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose d'ailleurs. Bon, maintenant on parle des 24-70 mm, donc le Graal, hein, pour la majorité des photographes. F2.8 constant, des optiques qui sont généralement un peu plus chères que les 24-105 f4, qui sont pour certaines des optiques qui s'adressent aux photographes professionnels et aux experts. Alors on y va, Romuald, propose-nous des choses en monture Nikon Z, Canon RF, Sony E, L-mount, monture X et monture micro 4 tiers. Alors, chez Nikon, 24-70 2.8 dans la gamme S, une optique exceptionnelle en termes de qualité. C'est l'optique à tout faire historique dans le monde professionnel, hein. Le sac, il contient 3 optiques, hein, c'est 14-24 ou son équivalent, le 24-70. La Sainte Trinité, comme dit Fabrice. Voilà, et 70-200. Donc cette optique, on va la trouver chez Nikon avec une très belle formule, des résultats qui sont à l'avenant. 2600 €. 2600 balles. On va trouver le Canon RF 2.8 LIS USM qui est dans la même gamme de budget. Chez Sony, il reste au catalogue encore le 24-70 2.8, donc G-Master 1 et G-Master 2. Et le G-Master 1 qui se décline en kit, très très intéressant, avec notamment l'Alpha 7 IV. Ah, avec le 4, ouais, ok. ouais, ça fait un beau kit et ça permet d'accéder à une belle optique. On fait un petit peu un compromis sur le poids, mais la version GM1 était déjà intéressante, hein, sur le rapport poids-taille. Chez Panasonic, on retrouve également un 24-70 2.8 également. Donc tout ça pour dire que finalement, chaque marque photo se doit d'avoir son 24-70 2.8. Et ont désormais des alternatives. Ouais. Des alternatives. On évoquait, hein, chez Nikon un 28-75 mm f2.8 qui fait quand même beaucoup penser au modèle Tamron, on ne va pas se le cacher, mais parallèlement, il y a aussi un 24-70 mm f4 constant chez Nikon qui peut être assez intéressant. Bon, chez Canon, on l'a déjà évoqué, le nouveau 28-70 mm f2.8 STM qui va bientôt arriver. Puis on voit aussi les premiers zooms f2.8 constants dans l'univers de la PSC signés Sigma qui sont proposés désormais en monture Canon RF. Chez Sony, il y a du choix. Alors là, pour le coup, chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, du 24-70, il y a vraiment toutes les options. On va démarrer en APS-C à 550 € chez Sigma pour monter jusqu'au Saint Graal, le G Master 2, à 2400 €. Et alors, le plus ouf, hein, des 24-70 mm, il est proposé en monture L. Il est signé Leica. Ce n'est pas un 24-70, c'est un 24-90 mm Vario Elmarit f2.8.4 qui n'est donc pas à ouverture constante, proposé quand même pour la modique somme de 5 670 €.
J'espère qu'elle arrache cette optique à ce prix-là. Là aussi, il faut la porter. Hein. Ouais, rapporté poids au kilo, prix au kilo, je suis sûr qu'elle ne doit pas être mauvaise finalement. En monture Fuji, l'ouverture de la monture Fuji à Tamron et Sigma fait qu'il y a du choix. On a un modèle chez Fuji, seconde génération, annoncé il n'y a pas très longtemps. Le 1850 de 8 Contemporary chez Sigma et un 17-70 mm f de 8 constant proposé chez Tamron. On termine avec le micro 4 tiers OM System 12-40 mm f de 8 Pro seconde génération à 960 € et un 12-35 mm f de 8 seconde génération également proposé chez Lumix. Donc là, pour le coup, il y a vraiment du choix sur cette catégorie d'objectifs. Pour terminer, on continue avec les zooms transstandards. Et là, Benjamin, contiens-toi. Cette fois-ci, on va parler des modèles un peu hors concours avec des plages de focale qui sortent des classiques 24-70 ou 24-105 mm. Sony a récemment lancé un nouveau 24-50 mm f2.8 et on vous propose d'écouter Fabrice Abuaf nous le présenter. Alors, c'est vrai que chez Sony, on a beaucoup d'objectifs transstandards. Donc, souvent, la gamme G Master est une gamme sur les focales classiques 24-70 à 2.8 et la gamme G est en général à f4 sur des focales équivalentes ou un peu plus longues, type 24-105. Mais là, effectivement, on inaugure quelque chose d'un petit peu différent puisque les gammes G et G Master sont faites aussi pour avoir des compromis de poids, des compromis de prix plus intéressants en fonction de chaque budget et de chaque sac à dos. Et ce 24-50, donc série G à 2.8, donc c'est notre premier avec le 16-25 aussi en 3 grands angles, qui est un peu son petit copain à 2.8, vient ouvrir une gamme plus petite, plus légère, mais à 2.8, avec effectivement le petit compromis pour être plus léger et plus accessible aussi au niveau prix, d'avoir une plage focale légèrement réduite, d'où le 24-50 f2.8. Après, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est la compacité, la légèreté, donc en vidéo, éventuellement sur des systèmes de stabilisation, simplement en prise de vue, que ce soit en nomade, en voyage ou en street, pour être petit discret. Donc voilà, la clé, c'est d'être à 2.8 dans un concept qui quand même couvre les focales clés qu'on aimerait en focale fixe, c'est-à-dire du 24, du 35 et du 50. Surtout avec toute la technologie Sony dedans, c'est-à-dire que le suivi autofocus, le piqué, la symbiose avec le boîtier, c'est ça que recherchent aussi les utilisateurs. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, Romuald, de ces objectifs qui ne sont pas vraiment des transstandards, Benjamin? On est border là. Qui vont du 24, du 28 jusqu'au 50 mm. C'est vrai que ça permet de faire des choses très compactes et très légères. En vidéo, c'est un avantage. Ça répond à une demande effectivement de compacité. Ça a le mérite d'exister. Ça répond certainement à une demande. Sur la vidéo, Fabrice le souligne à juste titre. L'équilibrage sur un stabilisateur, c'est pas toujours très simple avec un 24-70 de 8. Le 24-50, avec sa conception, il rend ces choses-là beaucoup plus faciles. Et puis, c'est une optique qui est presque, moi je dirais, au-delà de la vidéo, dédiée à un boîtier, l'Alpha 7C2, qui est un boîtier très compact, très léger. Et c'est une optique qui mérite ce boîtier. C'est une optique qui a des alternatives, puisqu'on va pouvoir trouver aussi un Tamron 17-50 mm f4 constant, qui va être proposé aux alentours des 600 €. Chez Sony, un 20-70 mm f4, une plage de focale un petit peu plus large, avec une ouverture f4 constant proposée à 1500 €. Le Sigma, on en a déjà parlé, évidemment, 28-45 mm f1.8 constant DGDN Art à 1500 €. Et ce fameux Sony, le 24-50 mm f2.8, qui lui est proposé à 1300 €. Dans les objectifs un peu hors concours comme ça, si on va un peu de l'autre côté du spectre, est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur ce fameux 35-150 mm développé par Tamron pour la première fois, avec des ouvertures maximales lumineuses mais variables, un peu hors norme, f2.8, quoi. On n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses. Comment c'est perçu, ce genre d'objectif totalement hors concours,
par les photographes et les vidéastes. C'est un objectif qui laisse pas indifférent et qui a besoin d'être vu, d'être utilisé. Le poids est conséquent quand même. Le poids est conséquent. C'est On pas revient à stabilisé. l'encombrement, C'est qui pas est stabilisé, attention. Hein. Ouais, un donc, critère qu'il faut vraiment prendre en compte. Ouais, c'est vraiment une optique. Il faut pas, voilà, il faut la prendre en main. Faut bien avoir conscience qu'on va se trimballer ça. C'est une optique extrême. Dans tous les sens du terme, que ce soit en luminosité, en qualité, etc. Mais voilà, l'encombrement, le poids, l'absence de stabilisateur, ça va répondre à une demande, à un usage, à un type de photographe. Elle a ses aficionados et elle a ses détracteurs, cette optique-là. Mais c'est bien un transstandard. Mais c'est un sans transstandard. aucun problème. Un transstandard. Alors que le 50-400 est à la frontière. On va dire que le 24-50 Sony était à une frontière et le 50-400 Tamron est de l'autre côté de la frontière. Ces deux ne sont donc pas des transstandards. Et un transstandard qui suscite l'intérêt, en tout cas, puisque Samyang a développé exactement la même optique et proposé beaucoup moins cher. Parce que chez Tamron, il faut aligner 1 950 € pour se l'offrir. Et chez Samyang, il faut prévoir 1 150 € pour cet objectif-là. Quand tu dis développer la même optique, ça veut dire copier ou oui. ça se ressemble étrangement. Ça se ressemble étrangement, mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Romuald, d'avoir partagé toutes tes connaissances autour de cette catégorie d'objectifs incontournables et désirables que sont les zooms transstandards. On passe à la suite avec le débrief. Nous sommes toujours avec Romuald Catoir de la boutique spécialisée Camara Lille pour cette grande discussion consacrée au zoom transstandard. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Romuald, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, première question, quelle est la définition d'un zoom transstandard? Je pose la question à toi et pas à Benjamin, évidemment. Eh bien, un zoom transstandard, c'est un zoom qui va encadrer la vision humaine, qui va l'élargir un petit peu pour des pratiques street photo, archi, etc. Et puis qui va aller un petit peu plus loin pour aller peut-être jusque le portrait. Donc, on encadre la vision de notre œil. Et pourquoi donc ce 50 mm est considéré comme la focale standard? Parce que c'est la focale qui correspond à notre œil, à notre vision, qui ne nous perturbe pas quand on rentre dans le monde de la photographie. On regarde dans un 50 mm, on baisse l'appareil, on a exactement le même champ, la même perspective. Si on navigue dans l'univers des hybrides APS-C et micro 4 tiers, quelle est donc cette focale standard qu'il faut retrouver dans nos zooms? Alors, sur du micro 4 tiers, le coefficient est x2, donc on va partir sur un 25 mm. Sur un APS-C, on va partir avec un coefficient 1,5, comme on le retrouve chez Nikon et chez Fuji notamment, un 33 mm. Et puis chez Canon, la conversion est un petit peu différente, c'est un x6, donc plutôt aux alentours de 30 mm. Est-ce que tu sais pourquoi c'est 1,6 chez Canon? Parce que le capteur est un petit peu plus petit. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Non. À une époque, ils ont même sorti des capteurs APS-H. Oui. C'était 1,3 fois, donc bon. Ok. Romuald, quelles sont les différentes familles de zoom transstandard que l'on peut trouver sur le marché? Alors, les différentes familles, c'est du zoom primo-accédant, qui n'est pas toujours très lumineux, mais qui permet de former les kits et d'avoir un objectif qui, somme toute, marche très bien en qualité. On va ensuite décliner les zooms type 24-70, 24-105 maintenant avec des très grandes ouvertures de 8. Et puis des objectifs un petit peu différents, soit par la réduction de focale, à la limite du transstandard, du 24-50, du 28-45 1.8, du 35-150 2.8 également. Donc voilà, des pièces très classiques, peu lumineuses, mais qui constituent les kits, grande ouverture de 8, et puis ensuite les pièces exceptionnelles qui amènent certainement à réfléchir sur l'avenir et du développement de ces objectifs. Et tu m'oublies toujours une catégorie très importante qui est celle du super méga zoom.
Ah, le super méga zoom. Les bridges. Ouais. Les comme bridges. le 28-400 Nikon. Les bridges à capteur interchangeable. C'est ça. Oui, c'est vrai. 24-200 24-200 ou alors les monstres type 28-400. Ouais, je les oublie, c'est vrai. Quels sont les avantages à choisir le zoom versus focale fixe en photo? Non, alors 28-400 et que 28-400 et que 28-400, ça fait 17 focales en Ne une. te braque pas, Romuald, ne te braque pas. C'est le zoom Highlander. S'il ne devait en rester qu'un. Ouais. J'ai oublié la question de fait. Non, plus sérieusement, quels sont les avantages à choisir le zoom versus les focales fixes en photo? Les avantages du zoom, c'est finalement une forme de polyvalence, un outil clé en main qui est prêt à servir, qui est d'excellente facture, d'excellente qualité. Hein. On se l'est dit tout au début, les focales fixes ont progressé, mais les zooms ont progressé bien plus vite en qualité que les focales fixes. Donc le zoom, c'est un outil qui est confortable, facile à utiliser, mais qui peut aussi être un peu plus contraignant parce que on va rester un peu les pieds dans le béton. On va moins bouger avec un zoom qu'une focale fixe, mais les deux restent toujours complémentaires. On va pas forcément se faire son œil avec un zoom. C'est peut-être ça. On va devenir un peu plus feignant. On est à la feignant. longue. Et pour un pro, c'est chouette parce qu'on est réactif et on peut s'astreindre des contraintes, par exemple sur un événement, un concert. On va plus vite. Il y a des secteurs pour lesquels le zoom, sur de la photo de concert, sur de la photo de presse, sur de la photo sportive, travailler avec de la focale fixe quand on est parqué sur un demi-mètre carré, on n'a pas d'autre choix. Et heureusement que ces objectifs existent. Hein. Est-ce que cette réflexion est identique en vidéo? La vidéo, c'est toujours presque de la contradiction un petit peu. C'est-à-dire que on a une bague de diaph ou d'iris, pardon, et est-ce qu'on l'utilise? On a du 1.8 d'ouverture, mais on a tellement peu de profondeur de champ que finalement on l'utilise pas forcément. Sur la vidéo, on va avoir le zoom, et c'est là où les zooms un petit peu spécifiques avec des plages de focale soit extrêmes, soit réduites, pour des notions d'équilibrage d'équipement sur un stabilisateur, peuvent amener à une réflexion différente. Les outils se mutualisent, mais les usages restent quand même très très différents. Pour terminer, Romuald, quel budget il faut envisager pour s'offrir un beau 24-70 ou un beau 24-105 ou un beau super méga zoom? Alors sur le méga zoom, on va être sur des budgets, alors si c'est du 24-200, du 28-400, on va être sur des budgets entre 500 et 1000 euros. Sur du 24-70 de 8, quelle que soit la marque, on est plutôt aux alentours des 2300-2600 euros, avec une petite exception sur un 24-70 de 8 GM version 1, qui aujourd'hui est à moins de 1500 euros. Pourquoi pas. Et puis sur des optiques plus spécifiques, dès qu'on réduit un peu la plage de focale, 24-50, 28-75, on peut atteindre des budgets sous les 1000 euros, par exemple. 28-75 Tamron, 28-70 Contemporary Sigma. Ça permet d'accéder au zoom à grande ouverture pour un budget fort raisonnable. Précisons quand même que parmi les 24-70, il y a une exception, le version 2 de Sigma, qui vaut désormais moins de 1500 euros en montureux et monturel. Merci beaucoup Romuald pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Romuald, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? 30 secondes par question ? 30 secondes par question. Oui, on reste humain quand même. Hein. Alors on y va. Première question qui nous vient de Monsieur Sanders.
Très précise question. Il existe des adaptateurs pour monter des optiques en monture Sony E sur des hybrides Nikon Z. Est-ce que ces adaptateurs prennent en charge toutes les fonctions optiques d'un zoom et performance boîtier, notamment niveau rapidité AF et suivi du sujet? Par exemple, avec un 200-600 mm Sony monté sur un Nikon ZF. C'est qu'une adaptation. Voilà, donc la bague, elle a le mérite d'exister, elle permet d'assurer une certaine forme de compatibilité, mais on ne pourra pas en attendre les performances optimales. N'oublions pas qu'un système hybride, c'est une optique et un boîtier conçus ensemble, finalement. Alors sur ce type de sujet, moi je tiens à rappeler, parce que c'est quelque chose qui n'est pas hyper connu, c'est que Sigma propose des programmes de changement de monture sur ces objectifs. Donc si vous êtes équipé par exemple en monture L chez Sigma et que vous avez envie de changer de crèmerie et de basculer chez Sony, vous pouvez renvoyer toutes vos optiques à Sigma qui se fera un malin plaisir de modifier la monture moyennant quelques euros sonnants et trébuchants. C'est pas quelques euros. Possible. Réfléchissez bien avant de le faire. Combien ça coûte? Parce que Moi, je j'ai m'étais aucune idée de renseigné. combien ça coûte, ça. La facture est quand même très salée. La facture est très salée parce que ça demande, Foucault confirmera si je dis une Il bêtise. faut les renvoyer au Japon. Ouais, il faut déjà. renvoyer les optiques au Japon. Ok. Donc c'est un petit peu coûteux. Mais là aussi, hein, ça a le mérite d'exister. Ouais. Et dans le cadre d'un remplacement complet de parc, il faut se poser la question de savoir si ça vaut le coup. N'oublions pas que la photo, c'est des produits électroniques qui ont une vraie valeur marchande avec un marché de l'occasion qui est extrêmement dynamique. Certaines fois, ça coûtera moins cher de remplacer les optiques, de les revendre d'occasion et de se rééquiper à neuf, histoire de repartir aussi avec une garantie totale. Parole de revendeur, évidemment. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Thierry. Selon toi, quelle place prennent les corrections d'images logicielles? Aberration optique, optimisation du piqué des boîtiers dans la sensation de qualité optique d'une image. Alors c'est une place très importante qui est prise par toutes ces corrections. Il suffit de faire un RAW et un JPEG. Les écarts sont tellement flagrants sur certaines optiques qu'on peut même être déçu sur un premier jet RAW de certaines focales. Et certaines marques usent un peu plus que d'autres, mais tous embrayent dessus très fortement. On peut très bien le voir avec des focales grand angle. Si on utilise un 14 mm, parfois on va peut-être se rendre compte en JPEG qu'on a en réalité un 16 mm ou un 15 en fait, et que la correction est telle qu'on n'a pas la bonne focale en fait. Et même que certaines de ces corrections, on ne peut pas s'en affranchir même en travaillant en RAW. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de correction. Certaines, on peut les désactiver tout bêtement dans le boîtier, mais certaines corrections logicielles sont quand même appliquées même directement sur les fichiers RAW. Il y a un cas d'école avec le 1435 RF Canon, hein, qui est un 1235. Je ne savais pas. Le modèle RF F4. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Morgane. J'ai un Canon EOS R et je pars bientôt pour un long et beau voyage en Amérique du Sud. Je veux partir avec un seul objectif. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, pour le Canon R, le Canon RF 24-240. C'est la seule proposition à ce jour pour le Canon R, mais elle est qualitative et c'est l'objectif de l'île déserte. L'ouverture de la monture R de Canon n'est pas encore effective sur le plein format. C'est que la PSC. Non, c'est que la PSC. Tu penses que ça va arriver bientôt? Comment tu sens les choses? Il faudra évidemment qu'on y arrive. Sigma, Tamron et les autres marques ne vont pas avoir envie de laisser le chemin vide. Et puis, c'est important qu'il y ait une concurrence, ça crée de l'émulation, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin. Quatrième question, qui nous vient d'une dénommée Marie. Est-ce que l'on tend, dans un futur plus ou moins lointain, à une seule optique parfaite sur un boîtier et une IA générative pour simuler les différentes focales et ouvertures possibles en post-production? Non, je ne pense pas, parce que dans la question, on oublie quelque chose d'essentiel, qui est le plaisir de faire de la photographie. Quand on utilise un zoom, quand on utilise une focale fixe, on se balade, on bouge, on se déplace, on va créer quelque chose de soi-même.
allons au bout de la réflexion. Dans ce cas-là, c'est l'appareil photo qui prend le billet d'avion et qui se barre tout seul en vacances. Je n'ai rien à ajouter. Pour terminer, Romuald, une question de mes soins, une question qui tue. À choisir jusqu'à la fin de ta vie. 24-70 mm f2.8 constant ou 24-105 f4 constant? 24-70 de 8 constant. Argumente. Juste l'envie. Juste l'envie, et puis j'en ai toujours eu une. Voilà, donc je suis un peu arc-bouté sur mes acquis. Qu'est-ce que tu peux faire avec un 24-70 f2.8 que tu peux pas faire avec un 24-105 f4? Qu'est-ce que je peux faire avec? Juste avoir le plaisir de travailler à 2.8, de voir un peu plus de lumière, voilà. Et même si on ne l'utilise pas tout le temps. Ça marche, merci Romuald. Eh bien, nous voilà à la fin de cette émission. Romuald, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était évidemment un plaisir de faire ta connaissance et de te recevoir à nos micros. L'actualité de la boutique, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir? Alors, dans les semaines à venir, c'est rendez-vous au Festival de Montier-Anders, où nous sommes en partenariat avec Canon et présent depuis 20 ans cette année. Donc, rendez-vous incontournable autour de la photo animalière et autour de passionnés de photo avant tout. Parfait. Merci beaucoup et on espère t'accueillir prochainement de nouveau à nos micros. Avec grand plaisir. Merci à vous. La semaine prochaine, on continue avec nos séries Au coin du feu, en présence du photographe Little Shao, spécialisé entre autres dans la photographie de breakdance. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.